Bienvenue sur cette vidéo. Tu t'apprêtes à voir un programme que j'ai pu vendre par le passé, mais qu'aujourd'hui je te fournis totalement gratuitement, qui va t'aider à décrocher une opportunité professionnelle qui te plaît dans les plus brefs délais. Tout d'abord, je vais prendre une minute pour me présenter et te dire pourquoi est-ce que tu dois regarder les vidéos jusqu'au bout, et ensuite tu pourras profiter justement de cette formation que je te donne gratuitement. Donc pour me présenter, moi je m'appelle Ben, et j'ai exercé le métier d'ingénieur d'affaires. Donc mon rôle c'est de recruter des personnes dans mon entreprise et ensuite faire de la prospection pour aller trouver différentes opportunités professionnelles. Donc je fais la jonction entre les différentes personnes que je recrutais et les différentes opportunités que je pouvais identifier. Et aujourd'hui, ce que je vais t'apprendre, c'est comment est-ce que tu peux faire ça sans mon aide, comment est-ce que tu peux te mettre en valeur, comment est-ce que tu vas faire pour décrocher des opportunités auxquelles la plupart des gens, ils ont même pas connaissance, comment est-ce que tu vas pouvoir améliorer justement ton CV, ton discours de présentation, quels sont les petits éléments que tu dois mettre en place pour pouvoir mettre le maximum de chances de ton côté, et surtout les différentes erreurs que j'ai pu observer dans ma carrière, que tout le monde fait, que tu fais probablement pour que tu ne les fasses plus. Donc c'est important justement que tu puisses prendre des notes, profiter de la vidéo, tu peux la regarder en plusieurs fois. Donc elle est découpée en 5 vidéos avec 2 vidéos bonus, donc 7 vidéos plutôt. Donc il y a 5 vidéos principales que j'ai collées les unes à la suite des autres. Et ensuite il y a 2 vidéos bonus qui vont aller plus loin justement sur comment faire concrètement ton CV, les outils à utiliser, comment aller faire de la prospection pour pouvoir identifier des opportunités professionnelles plus rapidement. Une petite technique justement que j'ai pu utiliser dans mon métier par le passé, qu'il y a personne qui met en place, donc profites-en bien. J'ai également mis en place un chapitrage pour que tu puisses t'y retrouver au sein de la vidéo. Tu peux tout consommer d'une traite ou sinon consommer petit bout par petit bout. Même ce que je te conseille, c'est de voir la vidéo 1, 2 ou 3 fois, le temps qu'il te faudra jusqu'à ce que tu décroches une opportunité professionnelle. Et surtout, le plus important, même si ça paraît logique et que beaucoup de gens ne le font pas, c'est d'appliquer ces différents conseils, de prendre ce qui est bon à prendre ce qui te paraît pertinent, même si pour ma part, tout est pertinent, le mettre en place dans ta recherche d'emploi. Et c'est comme ça que tu pourras décrocher une opportunité le plus rapidement possible. Donc sans plus tarder, je te souhaite une bonne vidéo et j'espère que tu pourras trouver une opportunité dans les plus brefs délais grâce aux informations que je vais te transmettre. Je vais t'apprendre comment faire pour décrocher ton prochain emploi le plus rapidement possible, avec des techniques simples mais que pourtant personne n'utilise. Comment est-ce que je connais tout ça? C'est simple, recruter et trouver des opportunités professionnelles pour d'autres personnes, c'était mon métier pendant des années. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé comme business manager dans des entreprises où l'on recrutait des individus pour les faire travailler pour d'autres entreprises. Mon rôle, c'était d'être l'intermédiaire entre une personne comme toi qui recherche du travail et un chef d'entreprise qui recherche quelqu'un avec tes compétences. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas comment chercher un emploi de manière efficace et les directeurs d'entreprise n'arrivent pas à recruter directement les bonnes personnes pour répondre à leurs besoins. C'est pour cela qu'il existe des centaines d'entreprises comme celle où j'ai travaillé car on profite de cette méconnaissance généralisée sur la recherche d'emploi pour pouvoir servir d'intermédiaire entre toi et ton futur employeur. Je vais vous faire profiter des informations que j'ai extraites de ces entreprises afin de répondre à cette question. Comment s'y prendre pour se faire embaucher dans le métier de ses rêves facilement? Tu vas apprendre comment faire le meilleur CV possible, les 2 documents secrets à utiliser pour réussir ta recherche d'emploi, comment décrocher des opportunités professionnelles avant tout le monde, comment devenir une superstar de l'entretien d'embauche et enfin un plan d'action concret sur 7 jours pour décrocher ton futur emploi. Bienvenue dans la première vidéo de cette formation. Aujourd'hui, je t'explique comment faire le meilleur CV possible. Attention, regarde bien la vidéo et les suivantes jusqu'au bout. J'ai fait en sorte de les rendre les plus courtes possibles pour te transmettre un maximum de valeur sans te faire perdre ton temps car je sais qu'il est précieux. La différence entre celui qui va avoir de bons résultats et ceux qui n'en auront aucun réside dans le fait de rester bien concentré pour assimiler et appliquer chacun des conseils que je vais transmettre. Pour commencer, sais-tu combien de temps les recruteurs regardent-ils un CV? La réponse, c'est 6 secondes. En tant qu'ancien recruteur, je peux te confirmer que c'est une réalité. Ce qui dure 6 secondes, c'est le premier coup d'œil que l'on va jeter sur un CV pour décider si oui ou non on va le lire. Si c'est oui, on va y passer 1 à 2 minutes pour le lire. Si c'est non, malheureusement, c'est fini et on peut jeter ta candidature à la poubelle. D'où l'importance de bien travailler ton CV pour qu'il soit percutant dès les premières secondes aux yeux des recruteurs. Car s'il ne passe pas ce premier filtre des 6 secondes, tu vas avoir beaucoup de difficultés à décrocher ton prochain emploi. Ça tombe bien, faire un bon CV, c'est exactement ce que je vais t'apprendre au cours de cette vidéo. Tout d'abord, je vais faire un bref récapitulatif de mon parcours pour t'aider à mieux comprendre comment fonctionnent les processus de recrutement en entreprise. Personnellement, j'ai travaillé pour 2 types d'entreprises, principalement des sociétés de conseil en ingénierie, où notre but était de placer des ingénieurs et des techniciens dans des missions pour d'autres entreprises. Ce type de configuration est similaire aux agences de recrutement ou d'intérim. Concrètement, je passais 1 à 2 heures par jour à éplucher les différents CV disponibles sur les plateformes pour pouvoir contacter un maximum de personnes en lien avec les métiers pour lesquels on avait de la demande. Dans ce cas de figure, on a un process de recrutement ultra rapide et une fois embauchées, les personnes vont avoir accès à des missions diverses. Concrètement, une personne comme toi va rechercher un emploi en se rendant visible en ligne. Je vais pouvoir entrer en contact avec elle en lui proposant un entretien d'embauche pour lui présenter mon entreprise de conseil et également évaluer ses compétences.
Derrière, je vais aller faire de la prospection pour contacter différents managers et directeurs d'entreprise qui recherchent quelqu'un avec les compétences de la personne que je viens de rencontrer. Par la suite, je vais pouvoir organiser une rencontre entre le candidat et le directeur d'entreprise pour démarrer une collaboration. Les personnes que je recrutais étaient salariées dans mon entreprise de conseil et moi, je touchais une prime dès que je trouvais une mission pour quelqu'un. En plus de ça, j'ai également travaillé pour une multinationale à l'étranger où j'étais en charge de recrutement pour les filiales du groupe dans 3 pays en Europe. Dans ce cas de figure, on avait un processus de recrutement plus classique. C'est d'ailleurs celui que tu vas retrouver dans la plupart des entreprises. L'idée, c'est qu'on attendait d'avoir l'accord de la direction pour ouvrir un poste précis. Une fois que c'était le cas, je rédigeais une offre d'emploi pour la publier en ligne et j'attendais que des gens y postulent. Au bout d'1 à 2 semaines, une fois que j'avais assez de candidatures, je sélectionnais parmi les meilleurs CV les personnes qui correspondaient le mieux au poste. Ce sont eux que j'allais rencontrer en entretien d'embauche. Dans cette configuration, tu postules pour avoir un poste précis dans l'entreprise à la clé et non plusieurs possibilités, comme c'est le cas dans les entreprises de conseil. Forcément, la sélection y est plus rude, mais les salaires que tu peux gagner y sont bien plus importants. C'est pour ça que je te recommande vivement d'aller vers ce type d'entreprise si avoir un gros salaire est une chose qui t'intéresse. En plus de ça, tu auras plus de stabilité et tu ne seras pas obligé de changer de mission tous les 6 mois. Parce que oui, lorsque je travaillais comme business manager en entreprise de conseil, j'étais en charge de trouver des missions pour les personnes que je recrutais tout au long de leur carrière dans notre entreprise. C'est-à-dire que tous les 6 mois à 1 an, c'est moi qui devais me débrouiller pour rentrer en contact avec différentes personnes influentes dans d'autres entreprises pour pouvoir m'assurer que mes consultants puissent toujours travailler sur d'autres missions. Avec ce métier, j'ai développé tout un tas de techniques pour être en mesure de dénicher et décrocher des opportunités professionnelles rapidement pour mes gars. Au travers de cette vidéo et les suivantes, je vais t'expliquer les différentes techniques que j'utilisais en tant que business manager afin que tu puisses les réutiliser en autonomie dans ta propre recherche d'emploi. Je commence par parler du CV car c'est le point d'entrée pour décrocher ton futur métier. Avoir un bon CV, c'est avoir le choix et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'un recruteur publie son annonce en ligne, il va avoir en face de lui une pile de CV que l'on peut classer comme ça. Je les note de 1 à 10 en imaginant que l'on va avoir 10 CV différents de 10 candidats classés du moins bon au meilleur. Dans le cas d'une entreprise classique, naturellement, on va se tourner vers les CV 9 et 10 afin de rencontrer les meilleurs candidats possibles parce que l'on souhaite embaucher la meilleure personne possible. En revanche, lorsque l'on recrute dans une entreprise de conseil ou bien une agence de recrutement, là-dessus, on va pouvoir étendre notre recherche et aller voir des personnes qui ont un CV compris entre 1 et 5 par exemple. Simplement parce que dans ce type d'entreprise, la plus-value réside dans le nombre de personnes que l'on peut recruter et que l'on peut mettre en visibilité auprès des autres entreprises. Alors que dans le cas de l'entreprise classique, la plus-value, elle est dans la compétence et la pertinence des différentes personnes qu'on a recrutées dans l'entreprise. Ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux accéder aux meilleures opportunités professionnelles, tu te dois d'avoir un excellent CV. La seule exception, c'est le cas où tu utilises ma méthode pour décrocher un métier sans même avoir de CV, que je vais t'expliquer dans la 3e vidéo de cette formation, donc d'ici 2 jours. Prends conscience que le meilleur CV ne signifie pas forcément le meilleur candidat. C'est-à-dire que si tu as un excellent CV, tu peux passer devant d'autres candidats qui ont potentiellement plus d'expérience que toi et même plus de compétences que toi pour être recrutés à leur place. Et à l'inverse, si tu ne fais pas d'efforts pour avoir le meilleur CV possible, il y aura des candidats moins bons que toi avec moins de compétences qui vont te passer devant et te voler le métier que tu mérites, tant bien même qu'ils sont objectivement plus mauvais que toi. En définitive, tu as tout à gagner à améliorer ton CV, car c'est ça qui te permettra d'accéder à beaucoup plus d'opportunités et donc tu auras beaucoup plus de choix pour sélectionner un métier qui te correspond réellement. Comment faire pour réaliser un très bon CV? Ce que tu dois garder en tête, c'est pour qui est-ce que tu rédiges un CV, qu'est-ce que cette personne va penser de toi en lisant ton CV. Cette personne, ce sera soit un recruteur ou bien ton futur manager. Pour avoir moi-même travaillé dans ces métiers-là, ce que l'on souhaite savoir en lisant un CV, ça va être le poste que la personne recherche, des expériences en lien avec le métier pour lequel nous on recrute, observer une certaine régularité dans tes expériences. C'est d'autant plus le cas dans les entreprises dites classiques qui n'ont pas envie de recruter quelqu'un qui va partir dans moins d'1 an, mais quelqu'un qui se projette d'évoluer dans l'entreprise sur les années à venir. Garde en tête qu'un recrutement, ça coûte du temps, de l'énergie et de l'argent à une entreprise. Elle a donc tout intérêt à faire en sorte que les gens y restent le plus longtemps possible une fois qu'ils sont recrutés, afin de diminuer le nombre de processus de recrutement à faire par la suite. C'est pour cela que ça va rassurer le recruteur de voir le CV d'une personne qui ne change pas d'entreprise tous les 4 matins. On va également s'intéresser aux formations que tu as pu faire, en lien avec le métier pour lequel tu postules, bien évidemment. Et sinon, on va rechercher des compétences spécifiques, comme la maîtrise de certains logiciels par exemple. Enfin, on veut savoir ta date de disponibilité pour travailler, et le plus logique, trouver un moyen de te contacter.
Voilà comment je te recommande de présenter ton CV. Tout d'abord, je te conseille vivement de respecter les normes et de ne pas vouloir réinventer la roue, avec un design original par exemple. Typiquement, j'ai déjà vu des CV au format paysage ou sous la forme de carte mentale. Un CV original, ça peut paraître comme une bonne idée sur le papier, mais en réalité, ça va juste irriter le recruteur car il va mettre plus de temps à retrouver les informations qu'il recherche. Rappelle-toi que le premier coup d'œil se fait en 6 secondes. Si tu as un design original qui demande plus d'efforts au recruteur que le design classique pour trouver les informations qu'il recherche, tu lui transmets automatiquement une première impression négative et ça va diminuer drastiquement tes chances d'être recontacté par la suite. Dans le bandeau du haut, je te recommande de mettre un titre qui va correspondre au poste que tu souhaites pour afficher clairement le métier que tu vises. A noter que tu es tout à fait libre d'avoir plusieurs versions de ton CV. Un CV générique que tu pourras envoyer sur des candidatures spontanées par exemple, et un autre CV plus spécifique que tu pourras adapter en fonction des offres auxquelles tu vas postuler. Bien évidemment, renseigne ton nom et ton prénom. Tu peux également rajouter une photo. Ça, c'est une question qui fait débat, mais de mon point de vue, je préfère avoir un CV avec une photo car ça rajoute de l'humanité et crée instinctivement une meilleure connexion avec la personne qui lira ton CV. Bien évidemment, il faut sélectionner une photo professionnelle pour retransmettre une bonne image de toi, ce qui renforcera la confiance que peut ressentir le recruteur en lisant ton CV. Attention, c'est valable si tu postules pour travailler en France. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Dans certains pays, mettre une photo sur ton CV est perçu négativement et cela peut diminuer tes chances d'être recontacté par le recruteur. Ensuite, sur le bandeau de gauche, tu vas pouvoir commencer par renseigner tes contacts avec ton numéro de téléphone, ton email, également la ville dans laquelle tu habites. Pas besoin de préciser entièrement ton adresse. Tu peux également préciser ta zone de mobilité, c'est-à-dire la zone dans laquelle tu es prêt à aller travailler. Ça peut être centré autour d'une ville, autour d'une région ou bien sur toute la France. C'est une information importante que l'on peut te demander en tant que recruteur, donc autant la partager directement. Tu peux également y joindre un lien vers ton compte LinkedIn si tu en as un, ainsi que préciser si tu as le permis de conduire. C'est toujours ça de plus. Ensuite, tu vas lister des compétences. Ça va être des choses que tu as pu apprendre au cours de ta formation dans tes différentes expériences professionnelles et personnelles. Si tu as un profil technique par exemple, renseigne les logiciels que tu maîtrises, renseigne toutes les compétences que tu juges utiles en lien avec ton domaine d'activité. Tu peux également y glisser une partie avec tes hobbies, bien que ce ne soit pas du tout nécessaire. Dans certains cas, ça peut permettre de retranscrire ton style de vie pour être perçu positivement. Dans mon cas personnel, j'ai fait 17 ans d'athlétisme jusqu'à atteindre un niveau national. L'indiquer sur mon CV retransmet implicitement que je suis quelqu'un de discipliné, compétitif et possède une forte maîtrise de moi. À toi de trouver quelles sont les activités qui peuvent te mettre en valeur. Je précise tout de même que cette partie des hobbies est facultative, car ça ne sera jamais un élément majeur qui te permettra d'être recruté, contrairement à ton expérience professionnelle. Pour la partie principale, je te recommande de commencer avec un petit paragraphe de présentation qui explique quelle est ta situation actuelle et justifie le poste que tu recherches actuellement. Mentionne également une date de disponibilité que tu surligneras en gras pour la mettre bien en évidence dès que l'on regarde ton CV. Ensuite, tu vas noter tes expériences. Sache que ce sont les expériences qui auront le véritable impact sur le choix ou non de te convier en entretien d'embauche, beaucoup plus que la formation que tu as pu faire. C'est pour cela que je te recommande de l'indiquer en priorité. La seule exception est jeune et que tu recherches un stage ou une alternance et que tu n'as pas forcément eu d'expérience professionnelle significative. Dans ces cas-là, tu peux donc commencer par ta formation, mais dans tous les autres cas, c'est plus important de commencer par ton expérience parce que c'est ça qui fera réellement la différence avec les autres candidats. Je te conseille de noter tes expériences dans un ordre antichronologique, c'est-à-dire que tu vas placer tout en haut l'expérience la plus récente jusqu'à la plus ancienne tout en bas. Pour chaque expérience, tu vas préciser l'intitulé de ton poste, le nom de l'entreprise pour laquelle tu as travaillé, ainsi que les dates auxquelles tu as travaillé là-bas. Les dates te permettront notamment d'afficher une régularité. Ne mentionne pas l'expérience trop éloignée du métier que tu vises pour garder une cohérence dans tes choix de carrière. Ensuite, il faut décrire quelles étaient tes responsabilités dans chacune de ces expériences. Si possible, mentionne des victoires chiffrées. Par exemple, pour un métier de commercial, tu peux indiquer que tu as augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise sur ton secteur de X%. Enfin, sur la partie formation, tu vas indiquer ton diplôme le plus récent en lien avec ton métier. Si jamais tu es en pleine reconversion et que tu as eu des diplômes ou des certifications qui n'ont plus rien à voir avec le métier pour lequel tu postules, ce n'est pas nécessaire de les mentionner. Garde également en tête que c'est très important que ton CV tienne sur une seule page, même si tu as eu beaucoup d'expérience, car en tant que recruteur, on va lire énormément de CV et c'est beaucoup plus facile pour nous qu'ils tiennent sur une seule page. Lorsque je peux voir un CV qui va tenir sur 2 voire 3 pages, directement ça va me rebuter de le lire et si jamais il y a trop de candidats pour un même poste, peut-être que le recruteur pourra ignorer volontairement ton CV juste parce qu'il était trop long à lire. Maintenant, je vais aborder les choses que tu dois éviter à tout prix.
La première, je le répète de nouveau, c'est de ne pas respecter les normes et vouloir être trop créatif dans la mise en page de ton CV. Cela va juste irriter le recruteur et ce n'est pas bon du tout pour toi. Ensuite, faire des fautes d'orthographe. Ça va considérablement détériorer ta crédibilité. Pour cela, n'hésite pas à faire relire ton CV par quelqu'un d'autre ou bien utiliser un correcteur d'orthographe en ligne. Le troisième point, c'est quelque chose que j'ai vu bien trop souvent et que je te recommande vivement de ne pas faire, c'est d'utiliser des arguments bidons dans tes compétences, comme dire que tu es travailleur, sérieux, déterminé ou ambitieux. Tout simplement parce que cela n'a aucune valeur, tout le monde peut le dire, mais rien ne prouve réellement que tu es comme ça. Donc le recruteur n'aura aucune raison de te croire, toi, plutôt qu'un autre. Personnellement, dès que je lis ce type d'argument sur un CV, ça me donne juste l'impression que la personne meuble volontairement son CV sans trop réfléchir pour que ça fasse bien. Et moi, ça me donne l'image de quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel et donc je n'ai pas du tout envie de rencontrer cette personne. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est de retranscrire une cohérence dans ton parcours qui implicitement montreront tes qualités. Comprendre pourquoi tu as fait tel ou tel choix donnera des informations au recruteur qui déterminera si tu es la bonne personne à recruter. Le dernier point, c'est de ne pas respecter les normes ATS. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo. Pour conclure, tu peux te demander où est-ce que je peux faire mon CV. Ce que la plupart des gens utilisent, c'est un site internet gratuit qui s'appelle Canva, que tu connais probablement déjà. Dessus, tu peux retrouver plusieurs templates de CV que tu peux réutiliser. Si jamais tu ne connais pas du tout ce site, je t'ai préparé un tutoriel rapide que tu peux retrouver dans une seconde vidéo. Dans cette vidéo, je vais également en profiter pour te présenter plus en détail comment fonctionnent les normes ATS et comment faire en sorte que ton CV y soit compatible. Et je vais également te donner une astuce simple pour rendre ton CV automatiquement plus captivant en moins de 5 minutes. Pour les autres, on se retrouve demain pour la deuxième vidéo où je vais parler de documents que tu peux utiliser pour booster ta recherche d'emploi. Observe bien ces deux CV. Lequel est-ce que tu aurais envie de lire en premier? Naturellement, je pense que ton choix se portera vers celui de droite, tout simplement parce qu'il y a un détail de différent. Au niveau du texte, c'est exactement la même chose, mais la différence, c'est que l'image dans le bandeau audio est différente. Ici, j'ai mis l'image de l'école d'ingénieur de la personne, qui est ici, alors qu'à gauche, j'ai laissé un fond uni bleu qui reste assez fade. Et en fait, l'effet que ça fait, c'est que l'image de droite, ça va être beaucoup plus stimulant pour tes yeux et pour ton cerveau. Et donc, tu auras plus envie de t'y intéresser. Et naturellement, tu auras plus envie de lire le CV de droite par rapport à celui de gauche. Et justement, on revient sur la règle des 6 secondes que je t'ai expliqué dans la vidéo précédente. L'idée, c'est que dans les premières secondes, on va juste observer, nous, en tant que recruteur, le CV. Et là, on voit que c'est assez captivant parce qu'il y a une image. Et du coup, on se dit, bah tiens, ça change de l'ordinaire. Donc, c'est plus stimulant. Et donc, on va avoir plus envie de le lire. Et justement, c'est le genre de choses que toi, tu peux faire en prenant soit justement une image de l'école que tu as pu faire, de la formation que tu as pu avoir, sinon une image liée à ton métier qui peut être sympa à l'œil, agréable à l'œil, avec des bonnes couleurs, parce qu'ici on voit qu'on a quand même une bonne saturation et du coup les couleurs, bah, c'est assez agréable à regarder, un petit peu comme dans une pub. Et l'idée c'est que justement tu fasses ça afin que parmi tous les CV que le recruteur pourra lire, il verra le tien, qui met une image qui est plus stimulante pour ses yeux et pour son cerveau, et il dira bah tiens, celui-là j'ai plus envie de le lire parce que c'est plus agréable qu'un CV plutôt classique avec un fond uni ou juste un fond bleu. Et c'est vrai que le pire du pire d'expérience, c'est les CV avec un fond blanc et juste qui sont pas du tout stimulants et c'est juste du texte. Franchement, quand on a plein à lire, ça rend pas très agréable et ça pousse pas du tout notre cerveau à se dire bon, j'en ai 50 à lire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a beaucoup de CV pour un seul poste, en fait, on va regarder globalement justement les CV comme ça et on va prendre les plus stimulants. Et parfois, c'est vrai qu'on peut passer à côté de candidats qui peuvent être souvent des super candidats, mais malheureusement, le CV n'était pas assez attractif. Donc, d'autres candidats se passaient devant eux. Et toi, ton but avec cette petite astuce, c'est de passer dans la pile du haut afin d'être parmi les premiers CV qui sont lus, parce que justement, on reste, qu'on reste assez feignant au fond, parce qu'on reste des humains, et du coup, si on trouve des bons CV dans les premiers, ben, c'est ceux-là qu'on va appeler en entretien, et donc potentiellement ceux-là qu'on va embaucher pour le poste par la suite. Donc au niveau de la présentation, tu peux voir que j'ai respecté ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Donc ici, justement, en haut, j'ai mis le prénom et le nom en très gros. Là, j'ai mis un titre, donc ingénieur réseau et télécommunications, sachant que j'aurais pu mettre le prénom en plus petit et le titre en plus gros, afin que ça pète un peu plus et que du coup le recruteur il dise ok bah cette personne elle veut faire ça et si elle recrute pour ce poste elle saura directement que tu es la bonne personne. J'ai également mis une photo qui est personnelle qui est assez sympa justement avec un costume, un joli sourire aussi et quelqu'un de bien coiffé. Donc ça envoie une bonne image et l'idée c'est justement de voir des gens qui sont souriants afin d'avoir envie aussi d'en savoir plus sur qui ils sont. Donc c'est pour ça que je pense que la photo ça peut être très puissant. Sur le bandeau de gauche j'ai mis les coordonnées. Donc, au niveau de la ville j'ai mis Paris, sachant que tu n'es pas obligé de dévoiler ton adresse complète, parce qu'en fait, on veut savoir dans quelle ville tu habites, mais on n'a pas envie d'acheter un bien immobilier, donc ça sert à rien de mettre l'adresse en entier. Au niveau des contacts, j'ai mis le mail et le téléphone. Souvent, c'est le téléphone pour lequel on va te joindre. Ça peut être également un email, mais c'est un peu plus rare. Souvent, on fait le téléphone quand la personne n'a pas répondu. Si vraiment elle a du potentiel, bah, du coup, on va envoyer un mail pour dire bah, je vous ai contacté par rapport à tel poste. J'ai également précisé justement permis B véhiculé.
Ça, si jamais tu as le permis, c'est intéressant justement de le préciser, parce que pour certaines entreprises, tu vas avoir besoin de te déplacer, ou même il y a des usines qui sont en périphérie, qui sont pas directement dans les villes, et parfois c'est très difficile d'accès justement avec les transports en commun. Du coup, ça peut être un plus que la personne soit véhiculée pour se rendre sur le lieu de travail. Par rapport aux compétences, donc là j'ai mis des compétences techniques et aussi de logiciels que la personne maîtrise par rapport justement à son parcours. Au niveau des langues, donc là j'ai mis langue maternelle le français et également l'anglais en courant. J'ai précisé le TOEIC à 950. Donc le TOEIC, si tu connais pas, c'est un examen qu'on passe pour certifier qu'on parle bien anglais. Et en fait, c'est obligatoire dans les écoles d'ingénieurs en France d'avoir au moins 800. Donc là, 950, c'est vraiment un très bon score qui montre que la personne a un très bon niveau d'anglais. Enfin, pour les centres d'intérêt, là j'ai précisé justement un sport, mais comme je te le disais, c'est pas forcément obligatoire, c'est un petit plus si vraiment tu as un petit sport qui sort de l'ordinaire ou un truc qui peut te valoriser, mais c'est pas ça qui va faire toute la différence. Alors pour la partie principale, du coup, j'ai le profil personnel. Ici, on peut voir justement ingénieur en réseau de télécommunications avec 2 ans d'expérience. Je suis justement ce que la personne a fait. Et après, je précise, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur réseau pour septembre. Donc là, justement, on a la date à laquelle la personne cherche et en Ile-de-France, donc la zone dans laquelle la personne qui recherche. L'idée, c'est justement, si t'es délimité dans une zone, tu peux le préciser. Comme ça fait gagner du temps à tout le monde. Si jamais quelqu'un trouve ton CV, mais il recrute pour un poste qui n'est pas dans ta zone, bah, du coup, il va pas perdre du temps à t'appeler. Et toi, bah, tu vas pas être dérangé pour rien si jamais justement on repose quelque chose dans le nord de la France, alors que toi, tu serais dans le sud de la France, ça n'a pas forcément d'intérêt. Sinon, tu précises également que tu es mobile sur toute la France, ça peut être également une stratégie si jamais bah, tu peux bouger. Et au niveau de la date, c'est bien justement de préciser une date spécifique ou de dire dans un mois ou dans 2 mois, même si moi je préfère quand même avoir une date spécifique. Tu peux également dire disponible immédiatement, sachant que je pense que c'est un petit peu pertinent. Et c'est encore une petite stratégie, puisque l'idée c'est que lorsque quelqu'un est disponible immédiatement pour travailler, bah, souvent on se dit justement bah, la personne elle n'est pas en poste, ça veut dire que potentiellement c'est pas un très très bon candidat et peut-être qu'elle galère un peu à trouver un métier. Donc parfois c'est le cas et je sais que chacun a ses circonstances, mais c'est vrai qu'il vaut mieux cacher ces choses-là et ce que tu peux faire simplement, c'est de dire, bah, imaginons, on est au mois de mai, donc on est le 10 mai, et tu vas dire, bah, je suis disponible début juin, sachant qu'un processus de recrutement, ça va prendre un petit peu de temps, et en fait, c'est pas en 2 jours qu'on va te recruter. Quoique, en entreprise de conseil, on est capable parfois de recruter des personnes en seulement une journée, mais en général, ça va prendre un peu plus de temps sur les postes vraiment qui vont pouvoir permettre de gagner des gros salaires. Et du coup, c'est pas gênant, je pense, d'avoir un petit délai, et même ça va pouvoir améliorer la valeur perçue de ton profil. Après, on vient sur les expériences professionnelles. Donc ici, j'ai précisé les dates, j'ai mis des XX parce que j'ai pas mis justement de date spécifique, c'est juste pour l'exemple. Après, ingénieur réseau et télécommunications afin de préciser le poste, j'ai mis entreprise A et la localisation. Après, j'ai précisé justement qu'est-ce que la personne a fait au travers de plusieurs bullet points. Et ici, on a une deuxième expérience. Donc si jamais tu as beaucoup plus d'expérience, je te recommande justement de rester sur une seule page et tu peux trier justement les expériences les plus significatives par rapport au poste que tu recherches. Si jamais tu travailles dans 15 entreprises différentes, bah, tu mets celles qui ont le plus d'intérêt. Donc là, c'est plutôt un jeune diplômé, du coup, j'ai mis un stage, justement, le stage de fin d'études, ainsi que la première expérience, parce que c'est pertinent, parce que ça, il n'y a pas grand chose à dire sur les personnes qui débutent. Mais si jamais toi, tu as plus de bouteilles, bah, du coup, ça ne sert à rien de tout détailler spécifiquement. Ça, justement, tu pourras le faire dans un dossier qu'on fera demain. Je t'en parlerai plus en détail dans la vidéo. Et pour revenir sur les dates, donc là, j'ai précisé justement le mois et l'année, mais ce qu'on aime bien, justement, nous, en tant que recruteur, surtout pour les entreprises qui recrutent en direct pour un poste, justement, dans l'entreprise, et pas les entreprises de conseil ou celles d'intérim qui te recrutent pour te placer dans différentes entreprises, on aime bien justement une sorte de fidélité et savoir que les efforts qu'on met dans la personne et ce qu'on va mettre justement dans sa formation lorsqu'il va rejoindre l'entreprise, également le pari qu'on prend de la faire rejoindre l'entreprise, bah, ça va être payant et que la personne va rester longtemps dans l'entreprise. C'est pour ça que je te recommande de mettre des expériences dans lesquelles tu es resté très longtemps. Tu vas tricher un petit peu si jamais, imaginons, tu es rentré dans une entreprise à la fin d'année, donc en novembre-décembre, tu y es resté plusieurs années et tu es parti au mois de février, bah, tu veux juste mettre les années afin que justement la perception qu'on a en tant que recruteur, c'est beaucoup plus long et on ne dise pas, bah tiens, elle est restée que 2 ans et 2 mois, mais qu'elle est restée 3 ans. Ça peut être un avantage justement pour combler les trous si jamais tu as eu des petits trous dans ta carrière, comme petite astuce comme ça. Et enfin, du coup, la formation. Donc ici, j'ai mis un diplôme d'ingénieur en réseau de télécommunications. L'idée pour la formation, c'est que là, j'ai pas mis un UT ou j'ai pas mis le bac parce que le plus gros diplôme, c'était le diplôme d'ingénieur. Et je te recommande de faire exactement la même chose parce que sinon, c'est vrai que c'est pas forcément pertinent. Et si jamais tu as fait des certifications qui ont vraiment pas grand chose en lien avec le métier ou que c'est des choses qui sont super courtes, pareil, ce sera pas très très pertinent. Donc je te recommande plutôt de mettre le diplôme le plus fort ou du moins quelque chose de significatif par rapport au métier que tu recherches. Maintenant, je vais revenir sur la compatibilité ATS. Donc si jamais tu connais pas, ATS, ça veut dire Applicant Tracking System. En fait, ce qui se passe, ce sont des logiciels de gestion des candidatures. Si jamais tu postules pour une grosse entreprise, souvent il va y avoir plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui postulent. Et du coup, au lieu de payer des recruteurs qui vont rentrer une par une les différentes candidatures, on va prendre des logiciels. Et en fait, avec ces logiciels, donc c'est des robots qui vont détecter justement la pertinence de chacun des CV
afin de faire remonter ceux qui sont plus pertinents pour le recruteur, et c'est eux qui vont être analysés. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va détecter automatiquement les mots qui sont mis sur ton CV. Donc pour cela, justement, il y a plusieurs choses à respecter. Justement, ce qu'on appelle les normes ATS. Donc par exemple, il va y avoir le format du fichier. Donc ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais je l'ai exporté en PDF. Donc je te recommande de faire ça. Parfois, j'ai des personnes qui avaient leur fichier au format Docs ou au format Word. Et c'est vrai que ça fait pas très professionnel, parce qu'en fait, on peut le modifier. Donc c'est vrai que c'est quand même moins bien qu'un PDF qui, justement, reste pas modifiable. C'est ce qui est plus intéressant, c'est plus professionnel. Également, ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est mettre des colonnes ou insérer des tableaux ou bien des images directement avec du texte. Par exemple, si jamais tu prends un screenshot de tout ton CV et que tu le recolles, bah en fait, on ne pourra pas faire de copier-coller comme je peux le faire ici par exemple. Et du coup, le logiciel, il ne pourra pas détecter justement les différents mots sur ton CV. Et donc, tu ne passeras pas justement cette phase ATS où le logiciel va détecter les différents éléments de ton CV. Donc c'est dommage que tu pourras avoir un super CV, mais si jamais tu fais ça justement par le texte, mais coller une image, bah malheureusement, ton CV ne pourra pas être traité pour les grosses entreprises, donc tu perds potentiellement beaucoup d'opportunités. Ensuite, au niveau des documents, tu peux mettre parfois un en-tête et un pied de page. Donc je te recommande de ne pas du tout le faire, parce que pareil, ça peut causer des problèmes. Donc là, je ne l'ai pas fait dans ce cas-là, et c'est vrai que ça sert à rien, parce que en fait, ça peut faire en sorte que ça ait peut-être un en-tête et un pied de page, et du coup, ça considère que ça fait pas partie directement du CV, ce qui fait que ça va pas être détecté, du coup, il y aura des éléments qui vont pas ressortir, ce qui fait que ça peut éliminer ton CV. Également, au niveau des accents et des caractères spéciaux, d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai fait des petites erreurs, parce que ingénieur, je crois que j'ai laissé l'accent ici, et également, pour le reste, expérience, j'ai laissé les accents. Parfois, ça peut marcher, parfois, ça peut causer des problèmes, ça dépend justement des logiciels des entreprises. Donc, pour ne pas prendre de risques, ce que je te recommande, justement, c'est d'enlever tous les accents. En général, quand on le lira, nous, en tant que recruteur, bah, c'est pas un problème, puisqu'on comprendra justement ces spécifications-là, donc c'est pas forcément rédhibitoire. Et en plus, ça pourra permettre d'être validé par ces différents logiciels. Et enfin, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en général, lorsque ton CV passe sur ces logiciels, c'est lorsque tu as postulé directement à une offre. Et en général, justement, ce qu'ils vont regarder, c'est les différents mots-clés. Donc, ce que je te recommande, c'est que quand tu postules une offre, tu vas prendre le titre, justement, donc le métier pour lequel ils recherchent une personne. Tu vas pouvoir dire que c'est le métier que tu fais toi. Sinon, ça se rapproche de ton métier, mais que c'est pas exactement ce que tu fais. Bah, tu reprends justement l'intitulé du poste. Et également, tu vas avoir plusieurs choses dans le descriptif du métier. Et ils vont dire, bon, je cherche là, qui sait faire ça, qui sait faire ça. Et l'idée, c'est de prendre tous ces mots-clés et de les mettre sur ton CV afin de mieux ressortir au travers de ce logiciel. Et après, justement, bah, le recruteur va pouvoir voir ton CV parce que justement, tu feras partie des personnes qui sont ressorties parmi une centaine de candidatures. Et comme ça, ta candidature pourra être traitée. Maintenant, on va voir où est-ce que tu peux aller justement pour faire des CV avec un beau design. Donc, tu peux aller sur le logiciel Canva. Si jamais tu ne connais pas, c'est un logiciel qui est super intéressant pour créer différents designs. Donc, il est gratuit. Il y a une version payante, mais nous, la version gratuite, ça nous suffira amplement. Donc, tu vas aller sur ce site, Canva. Tu vas t'inscrire si jamais tu n'as pas de compte. Donc là, par exemple, moi, je vais créer un compte avec mon compte Google. Hop, donc vous voyez, j'étais à tout connecté avec ton Google, ça rend très rapide. Hop, me voilà connecté. Donc ici, on va demander justement pourquoi est-ce que je crée un compte, donc quel est l'usage que je veux en avoir. Tu n'es pas obligé d'y répondre, l'idée c'est d'avoir des meilleures suggestions justement, de dire bah je fais ça ou je fais ça. Tu auras des meilleures suggestions, on va dire directement des choses que tu peux avoir, donc des différents designs. Mais toi, ce que tu fais faire, c'est justement bah, de ignorer tout ça, ou remplir, tu fais ce que tu veux. Sinon, tu vas taper CV justement dans la barre de recherche. Sachant que tu peux faire d'autres designs, tu peux faire des présentations PowerPoint par exemple, ça pourrait te servir par rapport à la vidéo de demain, et plein d'autres choses, donc des couvertures d'e-book ou toutes ces choses-là. Donc sur le CV, tu vois qu'il y a différents templates, c'est à toi de prendre justement celui qui te stimule le plus visuellement. Donc tu peux voir des petits logos justement avec une petite couronne juste ici. Ça signifie que ce sont des templates qui sont payants, donc il y a une version premium justement afin que le logiciel gagne quand même un peu d'argent pour les personnes qui veulent avoir accès à plus d'éléments. Donc il y en a, c'est vrai que tu pourras pas avoir dans la version gratuite, mais tous ceux qui sont gratuits, ça suffira amplement, je trouve, pour faire un CV avec un très joli design. Donc par exemple, je vais cliquer sur celui-ci. Voilà. Donc ici, tu peux voir un petit aperçu. Et ce que tu dois faire pour le modifier, c'est cliquer sur le bouton bleu, personnaliser ce modèle. Donc là, la page va charger. Et ce que tu pourras faire, justement, c'est que tu pourras modifier tous les éléments. Tu peux également changer de couleur, tu peux changer la photo, avant de faire tout ce que tu veux. Donc ici, clique sur la photo, tu vois que tu peux la déplacer. Sinon, appuie sur Supre. Donc là, tu verras justement cette petite image avec un petit logo Windows de l'époque. Là, ça veut dire que tu auras juste un cercle dans lequel tu peux placer n'importe quelle photo et ça va être redesigné avec un cercle. Donc c'est vrai que c'est plus sympa plutôt que les CV où on a juste une photo carrée, ça fait pas très très professionnel. Donc là, tu peux juste importer une de tes photos professionnelles, la mettre et du coup, tu auras ton image en cercle. Ensuite, pour les différents éléments, bah, tu peux juste mettre ton prénom par exemple ici. Tu pourras également écrire ton métier, donc le métier que tu recherches, et modifier les différents éléments. Et enfin, ce que tu pourras faire à la fin, c'est cliquer en haut à droite sur le bouton partage. Et après, bah, tu pourras télécharger le fichier avec le format que tu veux. Donc, je te recommande vivement d'utiliser le format PDF. Et c'est bon, ton CV sera prêt.
Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 2 documents que tu dois absolument utiliser dans ta recherche d'emploi pour maximiser tes chances de trouver un métier rapidement. Avant ça, je souhaite revenir sur la lettre de motivation. Pour ma part, je trouve cela totalement inutile. Fut un temps, cela pouvait avoir son intérêt, mais nous ne sommes plus dans les années 70 et aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite. Personnellement, je n'ai jamais vu aucun recruteur prendre le temps de lire les lettres de motivation qu'on reçoit, tout simplement car cela nous prendrait beaucoup trop de temps de lire individuellement des lettres de motivation pour chacune des candidatures que l'on reçoit. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la lettre de motivation ne pourra jamais compenser un mauvais CV. C'est-à-dire que si ton CV n'est pas adapté pour le poste, même avec la meilleure lettre de motivation du monde, le recruteur ne va pas t'appeler pour te convier en entretien. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne un processus de recrutement. Tout d'abord, l'entreprise va publier l'offre d'emploi en ligne pour la rendre visible de tous. C'est là que la plupart des gens pourront postuler. Imaginons dans cet exemple que l'on reçoit 100 CV. Comme je te l'ai dit hier, le recruteur va passer 6 secondes par CV pour faire une présélection de ceux qui lui semblent les meilleurs. Imaginons qu'à la fin, il va en sélectionner 20 pour les analyser en détail. Parmi ces 20 CV, il va sélectionner les 5 meilleurs candidats pour les convier en entretien d'embauche. Gardons comme hypothèse pour cet exemple que ces 5 candidats répondent présents pour l'entretien. Une fois ce premier entretien fini pour tout le monde, le recruteur va pouvoir éliminer 2 des candidats et poursuivre les entretiens suivants avec les 3 candidats restants. Ce qu'il va faire qu'il décide d'avancer avec certaines personnes plutôt que d'autres, c'est uniquement par rapport à son ressenti lors des entretiens d'embauche, et non en fonction d'un CV ou encore même d'une lettre de motivation. En fait, ton CV, il sert uniquement à passer les premiers filtres pour accéder à l'entretien d'embauche, et pour la suite du processus, c'est tout ce que tu diras pendant l'entretien d'embauche qui te fera accéder aux étapes suivantes jusqu'à être embauché. Maintenant, je vais t'expliquer comment la plupart des gens qui, pour je rappelle, ne sont pas des spécialistes du recrutement comme moi, te disent d'utiliser la lettre de motivation et pourquoi il t'en faut absolument une pour pouvoir trouver un emploi. Il y a ceux qui vont te dire qu'il faut faire une lettre de motivation générique que tu vas pouvoir appliquer sur chacune de tes candidatures. C'est une très mauvaise idée car en tant que recruteur, on va directement voir que ta lettre de motivation n'est pas du tout adaptée à notre entreprise, ce qui va te faire perdre en crédibilité et donc ça diminue tes chances d'être appelé en entretien. L'autre conseil qu'on peut te donner, c'est de faire une lettre de motivation personnalisée pour chacune des offres d'emploi auxquelles tu vas postuler. Le gros désavantage, c'est que cela va te prendre beaucoup de temps, d'efforts que tu pourrais consacrer à bien d'autres tâches plus intelligentes, comme par exemple créer les 2 documents dont je vais te parler dans cette vidéo. Et enfin, le truc à bannir absolument est de rédiger une lettre de motivation grâce à l'IA avec des sites comme ChatGPT par exemple. Cela peut te sembler une bonne idée car ta lettre aura une meilleure forme, mais nous ne sommes pas dupes. En tant que professionnels du recrutement, nous savons très bien lorsque l'IA a été utilisée pour rédiger un CV ou une lettre de motivation. C'est comme si toi, tu suivais une formation, est-ce que tu aurais envie d'un formateur qui se sert uniquement de l'IA pour rédiger des scripts au lieu de se servir de sa propre expertise pour te transmettre son savoir? Je pense que non. Et c'est exactement la même logique lorsqu'il s'agit de recruter une personne dans son entreprise. Le premier document que je te recommande de faire, c'est ce qu'on appelle un dossier de compétences. C'est un document qu'on utilise dans les entreprises de conseil pour présenter l'un de nos consultants ou l'un de nos candidats qu'on vient de rencontrer en entretien à différents directeurs des autres entreprises dans lesquelles on veut placer notre consultant ou candidat. Si un directeur recherche quelqu'un avec une compétence spécifique pour combler un besoin pour sa société, nous, en tant que business manager, au lieu de simplement lui transférer le CV d'une personne avec ses compétences, on va lui envoyer son dossier de compétences. Concrètement, un dossier de compétences, c'est comme un CV mais de manière améliorée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir donner beaucoup plus de détails sur toi et tout ce que tu as pu faire dans ta carrière professionnelle. Contrairement à ton CV, où je te recommande d'être le plus synthétique possible pour que ça tienne sur une seule page. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à que tu fasses ton CV sur une seule page, parce que si tu veux détailler ton expérience, tu pourras le faire sur ton dossier de compétences que tu pourras donner après. Dans ce dossier, tu peux parler de tous les projets que tu as fait pendant tes différentes expériences professionnelles, mais également, si c'est pertinent, de parler de projets personnels ou même de projets que tu as fait pendant ta formation. L'idée, c'est de garder une certaine cohérence et de mettre des projets en lien avec le métier pour lequel tu postules. Si jamais tu parles d'expériences de job d'été par exemple, qui n'ont absolument rien à voir avec le métier que tu vises aujourd'hui, cela ne sera pas forcément très pertinent. Mais c'est bon de mettre tout ce qui a un lien avec ton activité actuelle. Voilà comment ça va se présenter. Pour chaque projet, tu vas définir ton rôle dans le projet, ensuite une petite ligne pour définir l'objectif de ce projet, puis les différentes tâches que tu as accomplies pendant ce projet avec des bullet points. Si possible, mets en avant des réussites et décris ce que ce projet t'a apporté. Tu peux également mettre une phrase de conclusion sur les résultats. Ensuite, tu peux continuer avec le projet suivant en respectant exactement la même forme. Pour te donner un exemple concret, personnellement, moi, ça donnerait ça. Donc, pour le métier, je vais mettre business manager en entreprise de conseil. L'objectif, c'est de développer l'activité de mon agence sur la région
Donc pour cela, les différents bullet points, j'ai fait du sourcing, c'est-à-dire de l'identification de CV. J'ai fait passer des entretiens d'embauche, donc entre 8 et 10 par semaine. J'ai fait de la prospection téléphonique pour décrocher des rendez-vous avec des dirigeants d'autres entreprises. J'ai mené des rendez-vous de prospection avec ces différents directeurs en faisant 10 par semaine. J'ai préparé mes consultants pour la rencontre avec le client. Donc le client, c'est les dirigeants des autres entreprises. J'ai mené à bien ces rencontres clients et consultants où j'ai pu également négocier. Et enfin, j'ai rédigé des contrats avec ces entreprises une fois que j'avais décroché la mission. La finalité, c'est que j'ai fait tant de recrutement et tant de démarrage de mission sur l'année. Dans ton dossier, il faudra mettre un maximum d'informations. L'objectif, c'est que ton futur manager, qui lui va rechercher quelqu'un avec des compétences spécifiques, puisse justement retrouver ses compétences dans ton parcours, ce qui va le convaincre que tu es la bonne personne à intégrer dans ses équipes. Pour mieux illustrer ce propos, imagine que tu as une cible de fléchettes. Si tu décides de limiter le nombre d'expériences que tu partages, c'est comme si tu décidais volontairement de ne tirer que 3 fléchettes. Dans l'autre cas, où tu donnes un maximum d'informations, tu vas tirer autant de fléchettes que tu as d'expérience. Et justement, ton but, ça va être de toucher la cible. Donc logiquement, plus tu tires de fléchettes, plus tu as de chances de toucher la cible étant une compétence que ton futur manager recherche. C'est pour cela que tu ne dois pas faire de rétention d'informations. L'autre avantage de ce dossier de compétences, c'est qu'à l'inverse d'une lettre de motivation qui, si elle est bien faite, devra être personnalisée pour chacune des offres auxquelles tu vas postuler, ton dossier de compétences, lui, il est unique car il se base entièrement sur ton parcours qui, lui, est également unique. Quand est-ce qu'il faudra partager ce dossier de compétences? Ce que je te recommande de faire, c'est de le partager une fois que tu as pu te présenter en face à face avec un recruteur, afin d'aider ce recruteur à mieux se souvenir de toi. Les recruteurs voient plusieurs candidats par semaine, et comme nous restons des êtres humains après tout, il peut être difficile de se souvenir en détail de tout ce que nous ont dit nos candidats pendant nos entretiens. Partager ton dossier de compétences après l'entretien, ça va permettre au recruteur que tu as rencontré de mieux se souvenir de tout ce que tu lui as dit pendant l'entretien et également lui faciliter son travail dont il devra faire un rapport à ses supérieurs. D'ailleurs, les supérieurs hiérarchiques auront un accès à ce support pour mieux te connaître et comprendre tes compétences sans même t'avoir rencontré. Sache que la plupart de tes concurrents ne connaissent pas cette technique et n'auront pas le même impact que toi auprès de la personne qui va décider ou non de t'embaucher. Il faut que tu saches que c'est rarement la personne que tu rencontres lors du premier entretien d'embauche qui sera le décisionnaire pour savoir qui embaucher à la fin du processus. Sauf si évidemment tu postules dans une petite entreprise. L'autre avantage du dossier de compétences, c'est que comme tu auras facilité le travail du recruteur en lui donnant plus d'informations sur ce que tu as fait et justement un complément d'informations par rapport à ce qu'il a capté lui pendant l'entretien, il va garder une image positive de toi et inconsciemment te le rendre en te vendant mieux que tes concurrents auprès des décisionnaires pour savoir qui est-ce qu'ils vont embaucher. Donc en clair, faire l'effort le temps d'une matinée pour constituer ce dossier de compétences pour avoir des répercussions immenses et te donner une bien meilleure image. Et justement, transmettre une bonne image, c'est la clé pour réussir à te faire embaucher. Avec ce dossier, tu transmettras une image de quelqu'un de professionnel et c'est exactement ce que l'on recherche dans une entreprise. Si on recrute quelqu'un dans une profession, c'est que l'on veut en face avoir un professionnel et non pas une personne qui fait les choses un petit peu au hasard et qui ne sait pas trop pourquoi elle est là. Le deuxième document que tu peux utiliser dans ton processus de recrutement, c'est un diaporama de présentation que tu utiliseras pendant tes entretiens d'embauche. L'idée, c'est d'avoir un support sur lequel t'appuyer pendant que tu te présenteras lors de ces entretiens. Dans la structure des entretiens d'embauche, j'expliquerai plus en détail dans la 4e vidéo de ce programme, il y aura toujours une phase où tu te présentes toi et ton parcours. Avoir un support peut t'aider à mieux te présenter de par le fait que tu auras une trame précise à suivre et que tu peux t'appuyer de photos de tes présents projets par exemple, ou même présenter une partie de ton portfolio si jamais tu es sur un métier un peu plus artistique. Du point de vue du recruteur, ça sera beaucoup plus intéressant et facile de comprendre ton parcours car elle sera illustrée visuellement et non seulement auditivement avec ta voix. Ça l'aidera à mieux se souvenir de toi et finir l'entretien avec une image positive car l'échange aura été plus appréciable pour lui qu'un entretien classique. À titre personnel, j'ai mené plusieurs centaines d'entretiens dans ma carrière et j'ai eu moins de 10 personnes qui ont fait l'effort de venir avec un diaporama pour illustrer leur parcours. Et je peux te garantir qu'à chaque fois, ça fait son effet. La preuve, pour ces quelques personnes, à chaque fois, on leur a proposé une embauche à la clé. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diaporama de présentation pour réussir? Là-dessus, je vais être un peu plus nuancé. Ce n'est pas forcément une obligation, à l'inverse d'un dossier de compétences qui, de mon point de vue, me paraît primordial pour mettre toutes tes chances de ton côté afin de décrocher le métier de tes rêves. Dans le cas de ce diaporama de présentation, si tu es naturellement à l'aise pour parler avec des inconnus et bien te vendre, tu n'en as pas forcément le besoin. Par exemple, dans mon cas, en ayant travaillé sur un métier de commercial, j'ai développé cette faculté d'être capable de bien me présenter auprès de n'importe qui, en toutes circonstances, même sans aucun support. A l'inverse, si tu es quelqu'un de plus réservé et que tu n'es pas forcément à l'aise avec l'exercice de l'entretien d'embauche, tu peux utiliser cet outil qui peut te permettre de mieux te valoriser. De plus,
Si jamais tu fais un diaporama de présentation, tu n'es pas obligé de t'en servir à chaque fois. Vois ça plutôt comme un outil à ta disposition que tu pourras sortir ou non en fonction de comment tu te sens. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve demain pour probablement la vidéo la plus importante de la formation, celle qui va te permettre de dénicher des opportunités avant tout le monde sans devoir postuler à des offres ni même avoir de CV. Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de cette formation et très probablement la plus importante. Tu vas découvrir comment faire pour décrocher des opportunités professionnelles avant tout le monde. Avant toute chose, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la méthode classique pour trouver un emploi ne fonctionne pas. Vois-tu, ce qu'on nous apprend à l'école pour trouver un emploi, c'est qu'il faut postuler à des offres en ligne puis attendre un jour peut-être d'avoir une réponse. Si on te recontacte, tu auras peut-être la chance d'être convié en entretien d'embauche. Une fois chose faite, tu vas pouvoir de nouveau attendre d'être de nouveau recontacté par cette même entreprise pour pouvoir faire l'entretien suivant. Et ainsi de suite jusqu'à avoir une proposition d'embauche. Tu es la personne qui sera sélectionnée par cette entreprise à l'issue du processus de recrutement. De ton côté, si tu restes passif, tu seras éventuellement informé d'un refus une fois que l'entreprise aura terminé son processus de recrutement et qu'elle aura trouvé la personne à embaucher et lui aura fait signer son contrat de travail. À partir de ce moment-là, elle n'aura plus aucun intérêt à revenir en arrière et éventuellement rappeler un ancien candidat au cas où le candidat principal se désiste. Donc c'est pile à ce moment-là qu'il va pouvoir informer tous les autres candidats que l'offre a été pourvue et toi tu sauras que c'est mort pour décrocher cette opportunité. Prends en compte qu'il y a également des entreprises qui ne prendront même pas la peine de t'annoncer que le poste n'est plus à pourvoir. Avec cette stratégie, je caricature volontairement. En réalité, la stratégie que font la plupart des gens, c'est de postuler à plusieurs offres simultanément et d'attendre d'avoir une réponse. Dès lors, dès qu'on les rappelle, ils se sentiront engagés dans un processus de recrutement et ils vont avoir tendance à s'emballer et arrêter totalement de postuler à d'autres offres en parallèle. Alors que dans la majorité des cas, ce processus de recrutement n'aboutira pas et ils devront repartir de zéro dans plusieurs semaines. Si tu veux réellement trouver le métier qui te correspond, il ne suffit pas de faire les choses à moitié, tu dois absolument faire les bonnes actions pour aller les chercher. Vois-tu, en France, énormément de personnes se plaignent de leur métier au quotidien, mais pourtant, ils restent dans cette situation et ne cherchent absolument pas à en changer. Si tu veux pas passer ta vie avec la boule au ventre à travailler dans un métier qui n'est pas fait pour toi, il suffit juste de faire des efforts en faisant les bonnes actions sur une très courte période de temps afin de décrocher un métier qui te plaira, qui sera stimulant et épanouissant pour toi dans les années à venir. Lorsque tu postules à une offre, il va y avoir deux cas de figure. Soit tu postules à une offre qui permettra d'avoir de bonnes conditions de travail avec un bon salaire. Malheureusement, c'est le genre d'opportunité qui est très prisé et en postulant là-dessus, tu seras probablement en concurrence avec des gens qui ont une forte probabilité d'être plus compétents que toi et d'avoir plus d'années d'expérience, ce qui fait que ça va être très dur pour toi de te démarquer. Le deuxième cas, c'est celui où tu postules dans une offre qui va être beaucoup moins prisée et où tu auras un meilleur profil par rapport aux autres candidats qui vont y postuler. Dans ce cas-là, tu seras en mesure de décrocher le métier très facilement. Le seul souci, c'est que tu tomberas sur un métier qui n'est pas réellement taillé pour toi et ne te procurera pas un salaire attractif. Si jamais tu es dans l'urgence et qu'il faut absolument un métier ce mois-ci, c'est peut-être la stratégie à adopter pour être le plus rapide possible. À l'inverse, si tu veux prendre ton temps d'avoir un métier qui te correspond réellement et pouvoir t'épanouir en entreprise pendant les prochaines années, ce n'est sûrement pas la stratégie à adopter. Avec la première stratégie, tu peux tout de même réussir à te faire embaucher, notamment en utilisant les techniques que je t'ai expliquées précédemment, c'est-à-dire avoir un excellent CV associé à un dossier de compétences ou éventuellement un diaporama de présentation pour te démarquer en entretien. Ainsi, tu seras mieux perçu que tes concurrents, potentiellement meilleurs que toi, afin que ce soit toi qui sois embauché et non eux. Mais ça va rester difficile. Il existe une troisième stratégie que j'ai moi-même utilisée par le passé, c'est ce que j'appelle la stratégie du monopole. C'est-à-dire que tu vas être le seul candidat sur une offre. Ce que tu dois faire, c'est trouver une entreprise qui recherche quelqu'un et faire en sorte d'être la seule option possible pour cette entreprise qui soit disponible rapidement. Concrètement, ce que j'ai fait pendant mes études, lorsque j'étais en pleine recherche d'alternance pour trouver ma première opportunité professionnelle, je cherchais un métier d'ingénieur d'affaires, je me suis renseigné à fond sur comment faire un CV pertinent pour me donner toutes mes chances d'être embauché. Bon, j'avoue que j'ai même un peu triché en allant payer quelqu'un de plus compétent que moi afin de m'aider à faire un CV sur mesure. Ensuite, je l'ai imprimé en plusieurs exemplaires et je suis allé voir les différentes entreprises de conseil en ingénierie dans ma ville pour me présenter et y déposer ma candidature. Ça peut paraître lourd comme processus, mais en vérité, ça m'a pris que 3 heures, le temps d'une après-midi de juin. Ce jour-là, j'ai donné mon CV à une quinzaine d'entreprises et 2 semaines plus tard, j'ai été rappelé par l'une d'entre elles, d'ailleurs était la plus grosse du marché parmi celles où j'avais postulé. Mon CV a fait son effet auprès du directeur qui a carrément décidé d'ouvrir un poste spécialement pour moi. J'ai réussi à décrocher mon alternance en moins d'1 mois avec seulement 3 heures de recherche. Alors que la plupart des étudiants qui recherchent une alternance, ils vont galérer pendant plusieurs mois et une grande majorité d'entre eux n'y arriveront tout simplement pas. Forcément, cette technique demande un minimum d'effort et il faut pouvoir être présent physiquement dans la ville pour rencontrer les équipes et y déposer ta candidature. La bonne nouvelle,
c'est que cette stratégie, tu peux l'étendre en utilisant Internet pour décrocher des opportunités professionnelles partout en France avant tout le monde. Justement, pratiquer le métier d'ingénieur d'affaires, ça me permet de comprendre ça, de mieux saisir les subtilités du recrutement en entreprise et la posture à adopter pour être sûr de décrocher des opportunités avant tout le monde et éliminer toute concurrence. C'est comme ça que j'ai développé la méthode que je vais t'enseigner tout de suite et que je te conseille vivement de recopier. Ça va te permettre de trouver des opportunités professionnelles avant tout le monde. Cette stratégie repose sur l'utilisation de LinkedIn, que tu connais probablement déjà. Pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas LinkedIn, c'est le plus grand réseau social professionnel du monde. C'est un petit peu le Facebook, mais pour le monde professionnel. Si tu n'as pas déjà un compte LinkedIn, tu vas pouvoir en créer un gratuitement. Ensuite, il faudra que tu te constitues un profil ultra qualitatif avec une photo professionnelle ainsi que des descriptions bien précises de chacun des différents métiers que tu as exercés ainsi que ta formation si jamais tu en as fait une. Pense également à ajouter des mots-clés en lien avec ton domaine d'activité afin que ton profil puisse ressortir lorsque des recruteurs rechercheront quelqu'un qui possède précisément les compétences que tu as. Lorsque je travaille dans le recrutement, si j'identifiais un besoin dans une autre entreprise qui recherche une personne spécifique maîtrisant un logiciel particulier par exemple, j'allais faire une recherche avec le nom précis du logiciel sur LinkedIn afin de pouvoir voir les personnes qui ont indiqué maîtriser ce logiciel dans leur profil. Dans le cas où quelqu'un maîtrisant ce logiciel a oublié de le mentionner sur son profil, malheureusement, je ne pouvais pas le voir et donc il se ferme des opportunités uniquement car il n'a pas construit un profil LinkedIn optimisé. Le premier avantage d'avoir un bon profil LinkedIn, c'est que tu peux être sollicité directement par des recruteurs, comme je te l'ai expliqué. L'autre avantage, et celui qui va réellement nous intéresser, c'est que tu peux rentrer en contact avec n'importe quelle autre personne qui utilise LinkedIn, notamment des recruteurs, mais également des managers. Ça fonctionne même avec un compte gratuit. Pour cela, tu vas juste devoir cliquer sur cette partie du profil d'une personne pour l'ajouter à ton réseau et pense également à laisser une note. En fait, la note, ça va être un court message qu'il va recevoir lorsqu'il verra ton invitation. Ça va être limité justement à 300 caractères, donc tu devras être assez bref. Lorsque la personne en face recevra ton invitation, elle pourra décider ou non de te répondre. Je vais revenir plus tard dans la vidéo pour t'expliquer quel type de message tu dois envoyer pour avoir les meilleurs résultats, mais avant ça, tu dois te demander quelles sont les entreprises que tu peux contacter. Et justement, c'est là qu'intervient la magie. Tu vas être en mesure de cibler toutes les entreprises que tu veux en fonction du métier que tu recherches et également de la localisation précise où tu veux travailler. Ce que je te conseille de faire, c'est de définir très clairement le métier que tu veux exercer ainsi que les valeurs et la mission de l'entreprise pour laquelle tu veux apporter ta propre expertise. Ensuite, tu vas établir une liste d'entreprises qui rentrent dans tes critères. La force de cette méthode, c'est que tu ne vas pas rester passif comme la plupart des gens à attendre que les offres d'emploi viennent directement à toi. Ici, c'est toi qui vas aller directement vers les entreprises qui t'intéressent pour aller choisir directement pour qui est-ce que tu veux travailler. Une fois que ta liste est établie, tu peux commencer à contacter des personnes travaillant dans cette entreprise afin d'y mettre un premier pied. Combien de personnes est-ce que tu dois contacter? Moi, je te recommande de te fixer un nombre précis de personnes à contacter quotidiennement. Choisis un nombre raisonnable que tu peux tenir dans la durée. Entre 10 et 30 personnes, ça me semble bien. 10, ça reste accessible en peu de temps. Et au-delà de 30 personnes, tu ne tiendras sûrement pas dans la durée. Peut-être que je le ferai une ou deux fois, mais dans la durée, ça va être plus compliqué. Et ce qui va compter justement, c'est la régularité. Dis-toi qu'à chaque fois que tu contactes une nouvelle personne, tu augmentes tes chances de trouver ton futur métier. Je sais que pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ce qu'on appelle la prospection, cela peut te sembler compliqué ou bien trop dur. Mais ce que tu dois absolument garder en tête, c'est que pour décrocher un métier, tu n'as besoin que d'une seule réponse positive de la part d'une de ces personnes. Si jamais tu contactes 100 personnes, il te faudra seulement 1% de réponses positives afin de décrocher un métier. Si tu en contactes 200, ça va être 0,5% de réponses positives. Il faut que ça marche qu'une seule fois pour décrocher ton prochain métier. Rappelle-toi-en. Pour contacter ces personnes, tu as deux choix. Tu peux les contacter en allant chercher leur profil manuellement des différents recruteurs et managers de ta liste d'entreprises que tu as définie au préalable. Sinon, pour te faciliter la vie, tu peux utiliser un outil d'automatisation dont une des personnes que j'ai déjà coachées m'avait parlé. Ça s'appelle Wallaxy. C'est une extension Google reliée à ton compte LinkedIn. Là-dessus, tu vas pouvoir créer un compte toujours gratuitement et tu peux établir une liste de personnes à contacter et écrire un message que tu vas envoyer automatiquement. Par la suite, cet outil va automatiquement ajouter cette liste de personnes dans tes contacts et leur envoyer un message automatiquement sans que tu n'aies rien à faire. Tous les jours, ça va contacter une nouvelle personne et toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est de voir qui va te répondre pour pouvoir entamer des discussions avec ceux qui sont potentiellement intéressés par toi. Revenons sur le message envoyé. Je ne vais pas vous donner un message spécifique à envoyer car ça n'aurait pas trop de sens si toutes les personnes qui visionnent cette vidéo utilisent le même message. Si jamais tous les recruteurs de France reçoivent le même type d'invitation avec un message copié-collé, tant bien même que ce message soit ultra qualitatif, ça perdrait de sa puissance. La vérité, c'est que c'est à toi de trouver un message qui te correspond et il faudra que tu sois impactant pour que la personne qui va recevoir ce message ressente une sorte de pulsion pour te répondre, comme si elle n'avait pas le choix et qu'il fallait absolument qu'elle te réponde.
sache que tu ne joues pas ta vie et que si jamais tu n'obtiens pas une réponse du premier coup avec la première personne que tu contactes, c'est pas un drame en soi. Ce que tu peux faire, c'est tester plusieurs variations de ton message et observer lequel obtient un meilleur taux de réponse afin de savoir quel message envoyer les fois suivantes. Une fois que l'invitation est envoyée, il va y avoir deux situations. Soit tu n'obtiens aucune réponse. Dans ce cas-là, c'est soit qu'il n'y a pas d'offre d'emploi à l'heure actuelle dans l'entreprise, ou bien que la personne n'a tout simplement pas eu le temps de te répondre. Dans le cas où elle n'aurait pas eu le temps de te répondre, tu peux attendre quelques jours et contacter des personnes de la même entreprise pour voir si là tu obtiens une réponse. Si jamais tu vas contacter 3 à 4 personnes d'une même entreprise et que personne ne te répond, c'est probablement qu'ils ne sont pas intéressés par toi. Mais l'avantage, c'est que ça donne une information, il n'y a pas besoin d'aller creuser dans cette entreprise pour le moment. L'autre possibilité, c'est que la personne voit ton invitation et décide de te répondre. C'est déjà une première étape de franchie, car tu vas être en mesure de dialoguer avec une personne qui travaille dans l'une des entreprises qui t'intéresse. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est d'être beaucoup trop direct et d'envoyer directement leur CV et demander s'il n'y a pas du travail pour eux. Moi personnellement, j'ai reçu plusieurs dizaines de messages comme ça, et tu imagines bien que ça ne donne pas du tout envie de répondre. Au contraire, ce que je te recommande, c'est de montrer de l'intérêt pour l'entreprise, chercher à comprendre leurs projets du moment, ainsi que les différentes problématiques qu'ils rencontrent. Une fois que tu as pu identifier des problématiques, tu pourras mieux comprendre justement quels vont être leurs besoins et savoir si c'est pertinent que toi tu proposes ta candidature afin d'apporter ton expertise dans cette entreprise. La puissance de cette méthode, c'est qu'il sera très facile pour toi de t'intéresser à l'entreprise car tu l'auras sélectionné au préalable selon tes critères personnels. Même si toutes tes conversations ne vont pas forcément déboucher sur une embauche, à titre personnel, tu pourras mieux comprendre ce que fait précisément chacune des entreprises et plus globalement comprendre le marché autour de ton domaine d'activité. En plus, tu auras pu créer un nouveau point de contact avec une personne qui travaille dans une entreprise qui peut t'intéresser et on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Cette démarche de rentrer en contact avec de nouvelles personnes et de développer ton propre réseau pourra t'ouvrir des opportunités professionnelles tout au long de ta carrière professionnelle. Tout l'intérêt de cette stratégie, c'est de ne plus être passif à rester avec la masse de gens qui, comme toi, recherchent du travail, mais au contraire, t'émanciper et aller chercher des offres d'emploi par toi-même et prendre ta carrière en main dès maintenant. Le but de cette stratégie, c'est d'être au courant d'une opportunité professionnelle avant même qu'elle soit publiée en ligne. Ainsi, tes concurrents ne seront même pas au courant alors que toi tu seras déjà en contact avec le recruteur. Bien sûr, tu peux toujours continuer à postuler à des offres en ligne afin de maximiser tes chances de décrocher une opportunité. Mais ce qui est bien, c'est d'utiliser plusieurs stratégies afin d'augmenter tes chances de décrocher rapidement un métier qui te correspond réellement. Une autre chose que tu dois comprendre, c'est que dans une entreprise, le recrutement, ça coûte de l'argent. Il faut en effet payer l'équipe des ressources humaines, mais également prendre en compte le manque à gagner. Je parle de manque à gagner parce qu'une entreprise qui recrute quelqu'un, c'est lorsqu'il y a un manque dans les effectifs. Donc si jamais il manque quelqu'un dans les effectifs, c'est probablement que l'entreprise fait moins d'argent parce que sinon, elle n'aurait pas besoin de recruter une nouvelle personne. Une entreprise a donc tout intérêt à être très rapide dans ses processus de recrutement afin de limiter le coût qu'engendre un trou dans les effectifs. Plus elle est rapide sur le processus de recrutement, plus elle aura le temps pour que les personnes des ressources humaines puissent faire d'autres tâches plutôt qu'être occupées à recruter de nouvelles personnes. En ayant ça en tête, mets-toi à la place d'un recruteur qui a pour mission d'ouvrir un poste dans une entreprise. Par chance, elle est tombée sur le candidat idéal avant même d'avoir rédigé l'offre d'emploi. C'est-à-dire qu'elle est tombée directement sur toi et est venue la contacter et qui a montré son intérêt pour rejoindre son entreprise. Elle va donc avoir deux choix. Soit elle va faire des efforts, rédiger une offre d'emploi, la publier, devoir attendre que les gens y postulent, lancer toutes les procédures de recrutement, perdre du temps à rencontrer plein de candidats et également prendre le risque d'en sélectionner un dans le lot en espérant qu'il ne va pas causer de problème à l'entreprise. Ou bien choisir la facilité en te proposant directement à toi l'opportunité parce que tu lui as montré que tu es déjà motivé et tu n'as plus qu'à lui montrer que tu es compétent pour ce poste lors de l'entretien d'embauche qu'elle va te proposer. En faisant l'effort d'aller au contact des recruteurs, non seulement tu leur envoies un très bon signal, mais en plus tu vas leur faciliter le travail. La conséquence, c'est que ça va permettre à l'entreprise d'économiser du temps, de l'argent et les ressources nécessaires à un long processus de recrutement que tu lui auras évité de faire. Dans ce cas de figure, tu peux totalement te retrouver en situation de monopole, c'est-à-dire que l'entreprise qui veut recruter quelqu'un n'aura qu'une seule personne en tête et ce sera toi. Ainsi, tu élimines toute concurrence et tu augmentes drastiquement tes chances de te faire recruter. Si jamais tu es quelqu'un qui a peur de la concurrence, ne t'en fais pas. Trouver un emploi, c'est uniquement une question de volonté. Et parmi toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je peux t'assurer que seulement une infime minorité d'entre elles va utiliser la méthode que je viens de vous expliquer. Si tu veux faire partie de ceux qui ont des résultats et travaillent dans des métiers qui les passionnent, pour des entreprises qui les passionnent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te recommande vivement de créer ton compte LinkedIn dès maintenant, si jamais tu n'en as pas, et commencer à travailler ton profil afin qu'il soit ultra qualitatif. Comme ça, lorsque tu vas contacter des personnes, ils pourront voir que tu as un profil ultra quali en retour, et donc tu auras déjà fait le premier pas pour décrocher un meilleur métier que la grande majorité des gens autour de toi. Bienvenue dans cette vidéo bonus. Aujourd'hui, on traite de l'outil Wallaxy. C'est un outil qui permet d'envoyer des messages en automatique. Je l'ai présenté brièvement dans la vidéo précédente et aujourd'hui je fais une démonstration de comment ça marche pour ceux qui veulent l'utiliser.
Donc on va tout simplement taper Waalaxy sur Google, Waalaxy. On arrive sur leur site et on va cliquer sur Essayer gratuitement. Donc à savoir que justement il y a des outils en freemium, c'est-à-dire qu'on peut utiliser gratuitement. On peut également payer une version payante, ou moi je vous conseille de rester sur la version gratuite parce que souvent ça pourra suffire par rapport à ce qu'on va faire. Donc ici il nous demande de nous connecter à notre compte LinkedIn parce que justement ça va être relié par rapport à LinkedIn. Donc je me connecte. Et voilà, donc on a presque terminé. Et maintenant on doit télécharger l'application, enfin l'extension plutôt Google. Donc on arrive ici sur le Chrome Web Store pour télécharger Waalaxy, donc l'extension Google. Parce que justement c'est une extension. Donc si jamais vous ne connaissez pas, justement sur Google on peut avoir plusieurs extensions. Par exemple il y a AdBlock qui est très connu, qui permet de bloquer les publicités. Donc là ça fonctionne de la même manière. Voilà, c'est téléchargé. Maintenant je vais aller sur leur site. Ici on peut voir différentes choses. Donc moi ce que je vais faire c'est démarrer une campagne. Donc ici on va avoir différents modèles justement de campagne. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cet outil et qu'est-ce qu'on peut faire avec notre compte LinkedIn. Donc il y a différentes choses, on peut récupérer des emails, faire différentes invitations. Donc c'est assez varié. Mais on va rester simple. Moi je vous conseille justement de cliquer sur la deuxième. Donc invitation plus 2 messages. Voire juste invitation, un message, je pense que c'est amplement suffisant. Donc pour l'exemple, je vais prendre celui-là. Donc le nom, on met ce qu'on veut, ça c'est pas important. Ici, on peut apporter des prospects, donc des personnes qu'on va contacter. Donc je vais faire depuis une recherche LinkedIn. Donc voilà, on va lancer une recherche. Dans cet exemple, j'ai fait une recherche en tapant le mot-clé recruteur. Donc ici, j'ai flouté les noms par souci de confidentialité. Donc voilà, ici à droite, on voit justement ce qui est lié à Waalaxy, donc par rapport à l'extension qu'on a téléchargée. On est juste à cliquer sur créer liste. Donc là, je mets ma liste. On va mettre un nombre de personnes à importer. Pour l'exemple, je vais en prendre 50. Et justement, après, ça va rechercher de ce côté les différentes personnes qui correspondent et rentrer une liste. Donc on va voir que ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide. Et nous, on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, ma liste est importée. Je clique sur continuer. Ici, on a le choix de laisser une note à l'invitation. Je vous recommande vivement de le faire. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. L'idée, c'est de laisser un petit message que la personne verra lorsqu'elle verra votre demande d'ajout sur LinkedIn. Donc ici, pour l'exemple, je vais taper bonjour. Je vais insérer une variable, donc la variable prénom. C'est-à-dire que la personne, dans chaque message, on mettra le prénom de la personne à qui on s'adresse. Ça paraît être un petit peu plus proche de la personne, c'est un peu plus personnel par rapport à se mettre un bonjour basique. Et ça fait un petit moment de prospection, je trouve que c'est un peu plus sympa. Donc ici, on met n'importe quoi, je suis tel métier. Puis après, c'est à vous justement de trouver des messages qui sont accrocheurs et qui peuvent permettre à toute personne de réagir en fonction de qui vous êtes et en fonction de votre statut et du métier que vous recherchez. Donc on va pouvoir continuer pour la suite. Ici, il y a un petit délai justement entre les différentes actions. Donc une fois que la personne a accepté l'invitation, on va pouvoir attendre donc 2 ou 3 jours ou plus. Bon, allez, moi je vais mettre 3 jours par exemple, je pense que c'est pas mal. Et ça permettra d'attendre 3 jours, de voir si la personne a répondu ou pas à votre note. Et si c'est pas le cas, vous pouvez envoyer un nouveau message. Donc pareil, le message 1 en haut, c'est juste le titre que vous donnez dans l'application. Mais la personne ne le verra pas, donc c'est pas forcément important. C'est plus pour vous référer aux différents messages que vous avez créés par le passé. Ce qui est important, c'est dans le gros cadre en blanc. Et j'ai écrit ça pour l'exemple, mais c'est à vous de trouver les différents messages qui marcheront bien par rapport à qui vous êtes et par rapport à votre métier. Donc c'est important de trouver des messages qui seront personnels. Donc voilà, ici on va avoir un nouveau délai pour envoyer un deuxième message, parce que je choisis justement dans le template d'envoyer plusieurs messages. Donc on va écrire un deuxième message, mais même un seul message, je pense que ça peut être pas mal. Après, à vous de voir si vous voulez faire des relances ou pas. Et voilà, c'est bon. Donc là, c'est créé. Et on va pouvoir commencer justement à envoyer différents messages. Hop, donc ici on va voir les différentes personnes qui sont importées, donc ça va charger. Donc toujours, je masque les noms, et on voit que c'est en cours. Donc moi j'ai pas envie d'envoyer les messages à ces personnes-là, parce que c'était pour l'exemple, je vais mettre ça en pause. Donc voilà, là ça va être mis en pause. Et en fait l'idée c'est que chaque jour, Waalaxy va tout seul aller envoyer des messages à ces différentes personnes. Vu que c'est la version gratuite, ça va pas les contacter tout le monde d'un coup, ça va se faire petit à petit. Mais c'est déjà pas mal justement pour contacter des personnes dans une liste définie par rapport à une recherche. Comme ça, vous de votre côté, vous n'avez pas forcément grand chose à faire, vous voulez juste à configurer ça au démarrage. Vous voyez que c'est très très rapide, et après vous attendez. Et ce qui vous restera à faire, c'est de rester au courant, de savoir qui vous répond, pour pouvoir engager de votre côté des conversations, et aller chercher justement des différentes opportunités dans les métiers qui peuvent vous intéresser. La dernière chose que je voulais aborder, ce sont les relations de niveau sur LinkedIn. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 niveaux de relations. Le premier, c'est les personnes avec qui tu es directement en contact, donc les personnes que tu as ajoutées à ton réseau. Le deuxième, c'est les personnes qui ont ajouté d'autres personnes dans ton réseau, dans leur contact. Donc typiquement, c'est l'ami d'un ami. Imaginons qu'il y a une personne, vous avez un ami en commun, du coup il fera partie de ton cercle de deuxième niveau. Et enfin, il y a les relations de troisième niveau. Donc là, c'est lorsqu'une personne est en contact avec un ami d'un ami que je ne connais pas encore. Et tu vois qu'à chaque cercle, tu vas étendre le nombre de personnes disponibles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Waalaxy, tu peux importer dans les personnes que tu vas contacter uniquement des personnes dans ces cercles. Donc le premier, le deuxième ou le troisième niveau. Mais si jamais tu as des individus qui n'ont aucun contact avec toi, que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième cercle, malheureusement tu ne pourras pas leur parler. Et c'est pour ça que c'est important de développer ton réseau, parce que plus tu vas avoir de contacts, plus tu vas étendre ces relations de deuxième niveau, de troisième niveau, et donc plus tu vas être capable de contacter des personnes. Et pour étendre ton réseau, il suffit simplement d'ajouter des personnes à rejoindre ton réseau, donc envoyer des invitations. Bienvenue dans cette 4e vidéo qui sera consacrée aux entretiens d'embauche. Si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu sais désormais comment créer un meilleur CV que les autres et quelles techniques utiliser pour décrocher des opportunités professionnelles avant tout le monde en utilisant LinkedIn. Avec ces 2 éléments, tu vas être en mesure de décrocher des entretiens d'embauche
qui est l'une des étapes clés dans tout processus de recrutement. Lors d'un entretien d'embauche, tous les compteurs sont remis à zéro et ça va être à toi de prouver que tu es la bonne personne pour rejoindre l'entreprise. L'entretien d'embauche, c'est un exercice qui est un peu stressant, mais rappelle-toi que si c'est stressant pour toi, ça l'est également pour les autres personnes qui sont tes concurrents. C'est stressant pour deux raisons. La première, c'est que tu n'es pas forcément à l'aise pour parler de toi avec un inconnu, bien te vendre, tout en ayant en tête que l'on va te juger et que tu as un objectif à la clé, décrocher le métier. La deuxième raison, c'est que l'entretien d'embauche, c'est un exercice que tu n'as pas beaucoup répété au cours de ta vie. De mon côté, c'est beaucoup plus facile pour décrocher un job, car je faisais passer 10 entretiens d'embauche par semaine, donc je maîtrise à la perfection cet exercice et les techniques pour mieux réussir. J'ai pu également, au cours de ma carrière, constater les erreurs que font la plupart des gens, ainsi que les petits détails qui font que certains se démarquent et sont capables de convaincre n'importe qui de les embaucher dans toute situation. Tous ces petits détails d'ailleurs, je les ai moi-même réutilisés afin d'aller convaincre d'autres dirigeants d'entreprise. Il fallait absolument choisir mes consultants pour répondre à leurs besoins et ça m'a permis de signer un bon nombre de contrats et de faire démarrer mes consultants sur beaucoup de missions différentes dans une multitude d'entreprises. Mon rôle de business manager ou ingénieur d'affaires, c'était d'expliquer aux décisionnaires des autres entreprises à la recherche d'une compétence spécifique que c'était la meilleure décision à prendre que de choisir la personne que je leur présentais. Sache que lors de ces rencontres clients, ce n'est pas moi qui faisais la majorité du travail, mais bien le consultant que j'avais préparé pendant 1 heure au préalable pour qu'il réussisse l'échange, qui d'ailleurs se déroule de la même manière qu'un entretien d'embauche. Je vais t'expliquer des points clés qui feront de toi une superstar de l'entretien d'embauche et te permettront de décrocher le fameux poste que tu convoites tant. Le premier point, probablement le plus important pour réussir à décrocher une opportunité professionnelle, ou bien comment est-ce que moi je faisais pour être sûr de convaincre n'importe quel dirigeant d'entreprise de sélectionner l'un de mes consultants pour répondre à son besoin, c'est tout simplement en plaçant la bonne personne en face de la bonne opportunité. Dans ton cas, tu dois bien comprendre précisément le métier que tu veux exercer, puis te débrouiller avec les techniques que je vais t'enseigner pour décrocher des entretiens dans des entreprises qui veulent justement recruter des personnes sur ce métier afin de mettre toutes les chances de ton côté. Imagine que tu prennes Leonardo DiCaprio, qui est probablement l'un des meilleurs acteurs de notre génération, et que tu le positionnes pour faire un casting, mais pas n'importe quel casting, le casting de Barbie. Il aura beau être un acteur très talentueux, il ne pourra jamais décrocher le rôle, tout simplement car ce n'est pas adapté par rapport à ce que recherchent les directeurs de casting. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, c'est exactement la même chose qu'il se passe. Rassure-toi, le monde est quand même bien fait, car c'est en cherchant à décrocher des entretiens d'embauche pour le métier que tu souhaites réellement faire que tu seras justement la personne la plus adaptée pour réussir cet entretien d'embauche. L'un des éléments clés pour réussir son entretien, c'est de faire une bonne première impression. Tu as peut-être déjà entendu parler du fait qu'un recruteur se fait son avis dans les 30 premières secondes d'un entretien. En effet, en 30 secondes, il peut savoir si oui ou non il veut embaucher la personne. On dit également que tu n'as pas deux chances de faire une bonne première impression à quelqu'un. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut comprendre son fonctionnement. Le cerveau humain est fait de telle sorte qu'il va chercher à confirmer ses propres intuitions. C'est-à-dire que si jamais un jour tu rencontres quelqu'un qui te fait une très mauvaise première impression, ton cerveau voudra confirmer ce feeling en cherchant volontairement à retenir chacun des éléments négatifs auprès de cette personne par rapport à ce qu'elle va dire ou à quoi elle ressemble et ignorer volontairement tous les points positifs. Comme ça, ton cerveau sera content et dira « Ouais, j'avais raison, c'était vraiment une mauvaise personne. » A l'inverse, si toi tu fais une bonne première impression à quelqu'un, son cerveau va retenir uniquement les points positifs et volontairement ignorer les petits détails qui vont un peu moins. Comment est-ce que tu peux faire une bonne première impression? Ça va se jouer sur plusieurs éléments que je vais te détailler. Tout d'abord, avant l'entretien, il y a la ponctualité. Je te recommande d'arriver légèrement en avance, entre 5 et 15 minutes en avance. Ça ne sert à rien d'arriver trop en avance. Au contraire, ça peut même stresser le recruteur qui, lui, aura l'impression d'être en retard sur son planning, alors qu'en fait, c'est juste toi qui as pris beaucoup d'avance. En réalité, c'est pour ça que je ne te recommande pas de dépasser les 15 minutes d'avance, afin de rester raisonnable. Si tu fais partie des personnes qui arrivent avec énormément d'avance, comme une demi-heure par exemple, libre à toi d'attendre dans ta voiture ou dehors avant de te présenter à l'entretien. Une fois que tu rentres dans les locaux de l'entreprise, tu te présentes à l'accueil, on va te demander de patienter le temps qu'ils appellent le recruteur. Ce que je te recommande, de faire une activité qui va montrer que tu es entre guillemets quelqu'un de professionnel et d'intelligent. C'est-à-dire que sous aucun prétexte, tu vas sortir ton téléphone et commencer à aller scroller sur les réseaux sociaux. Au contraire, moi ce que je te recommande, c'est d'apporter un livre et commencer à le lire pour montrer au recruteur que tu es quelqu'un intelligent qui lit des livres, même si ce n'est pas forcément le cas au quotidien. Ça permet de retranscrire une image positive. Sinon, tu peux en profiter pour prendre des brochures qui sont souvent dispersées à l'accueil de l'entreprise et commencer à t'y intéresser, les lire pour montrer ton intérêt pour l'entreprise. Comme ça, lorsque le recruteur te verra pour la première fois,
il se dira « Ah c'est bien, c'est une personne qui s'intéresse à l'entreprise pour laquelle je travaille » et du coup tu renverras également une image positive. L'avantage, c'est que ces brochures pourront t'aider pour la suite de l'entretien pour poser des questions au recruteur en lien avec ce que tu viens de lire sur l'entreprise. En faisant l'une de ces deux actions, tu transmettras directement une image positive au recruteur dès qu'il posera son regard sur toi. L'autre chose que le recruteur va regarder, c'est tout naturellement ton style vestimentaire et voir si tu es quelqu'un de soigné. Venir en entretien d'embauche bien habillé, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus chez les jeunes. J'ai pu l'observer moi-même, de plus en plus de jeunes qui viennent en entretien en jean t-shirt, ce qui n'est pas du tout le cas des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Pour ma part, je te recommande à tout prix de respecter cette norme et de venir bien habillé. Viens avec un costume si possible ou à minima une chemise si jamais tu es un homme et choisis également une tenue professionnelle adaptée si tu es une femme. Il en va de même pour ton apparence. Il est important de ne pas paraître négligé, de bien se raser pour les hommes et éventuellement si tu es à l'aise avec ça, de mettre un petit peu de maquillage pour les femmes mais de ne pas trop abuser. Être propre sur toi, en plus de transmettre une bonne image à ton interlocuteur, te permettra de te sentir plus confiant et donc ça va augmenter tes chances de réussir ton entretien. Pense également à ton odeur et n'hésite pas à mettre du parfum afin de stimuler positivement l'odorat du recruteur. Plusieurs fois, j'ai vu des collègues se plaindre de l'odeur de certains candidats qu'ils ont vus après les entretiens. Ça peut te paraître ennuyeux tout ce que je te raconte, mais c'est dans l'accumulation de ces petits détails que tu feras une réelle différence avec les autres candidats. Tu peux imaginer l'entretien d'embauche comme si tu allais à un rendez-vous amoureux. Ton objectif va être d'être le plus beau possible afin de séduire la personne en face. Enfin, pour conclure sur la première impression, il faut penser à ton expression faciale et être souriant dès le début et tout au long de l'échange. Regarde bien ces deux images. Avec quelle personne est-ce que tu as envie de travailler et côtoyer tous les jours de la semaine? Logiquement, tu vas préférer la personne souriante, tout simplement parce qu'elle va dégager une émotion positive et c'est l'émotion que toi-même tu dois dégager pendant l'entretien d'embauche afin que la personne ait envie de te recruter toi. Ce qu'on nous apprend dans le métier, c'est que pour démarrer un entretien et pour mettre la personne à l'aise, on va lui proposer un petit quelque chose à boire, que ce soit un café, un verre ou un petit jus d'orange par exemple. Je peux te dire que statistiquement, 80% des personnes refusent d'après ma propre expérience. Et curieusement, lorsque moi j'allais en rendez-vous de prospection dans d'autres entreprises avec mon premier mentor lorsque j'ai débuté le métier, à chaque fois que le client nous proposait quelque chose, il acceptait. Un jour, il m'en a dévoilé la raison. C'est tout simplement pour créer une meilleure proximité avec la personne en face parce qu'elle va faire quelque chose pour nous et ça va enlever ce petit sentiment de gêne lorsque tu rencontres un inconnu et que tu sais pas trop comment te positionner parce que forcément on reste des humains après tout et on va être assez méfiant avec les personnes qu'on ne connaît pas. Accepter le café ou le verre d'eau, ça va permettre de créer une meilleure interaction et démarrer l'échange avec une meilleure dynamique. Concrètement, ce petit geste permet de rendre tout l'échange moins froid et fera que le recruteur en gardera un meilleur souvenir. Une fois que tu arrives dans la salle d'entretien, tu peux sortir ton PC si jamais tu as fait un diaporama de présentation comme je te l'ai expliqué dans la deuxième vidéo de ce programme. Sors également de quoi prendre des notes, préférablement un papier et un stylo, et ça c'est super important. Ça va te paraître comme une évidence si tu le fais déjà, mais dis-toi que la plupart des gens ne prennent même pas de notes en entretien. Pour en avoir discuté avec ces personnes, pour chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre de notes, leur réponse, c'est souvent qu'ils sont persuadés qu'ils n'en ont pas besoin et qu'ils vont tout retenir grâce à leur super mémoire. Donc c'est inutile pour eux de faire l'effort de prendre des notes. En faisant ça, le message qu'on perçoit nous en tant que recruteur, c'est de se dire bon bah d'accord, la personne elle n'est pas du tout intéressée par ce que j'ai à lui dire, car elle ne prend volontairement pas de notes, et donc elle ne respecte pas du tout le temps que je lui accorde. En conséquence, je ne vais certainement pas avancer avec elle, car ce type d'individu, je m'en foutiste, ne sera sûrement pas un bon élément à intégrer dans l'entreprise. Ça peut te paraître violent dit comme ça, et je n'affirme pas que tu es quelqu'un qui s'en fout si jamais tu ne prends jamais de notes, mais dis-toi que c'est l'image que tu transmets si jamais tu ne le fais pas. Et c'est vraiment le ressenti de la plupart des recruteurs que j'ai rencontrés lorsqu'ils voient une personne qui ne prend pas de notes. Décider volontairement de ne pas prendre de notes, c'est tuer tes chances de décrocher l'emploi pour lequel tu es en entretien. Si tu viens les mains dans les poches sans avoir de connoté en faisant confiance à ta mémoire, d'une part tu te voiles la face, car dans une semaine tu auras déjà tout oublié ce qu'on t'a présenté, et d'autre part tu te mets toi-même en difficulté car tu auras beaucoup plus de mal à différencier les entreprises pour lesquelles tu as eu des entretiens. Donc au moment de choisir une d'entre elles, si jamais tu as plusieurs offres, ça sera plus facile pour toi d'avoir pris des notes afin de faire un choix plus éclairé parce que tu pourras mieux les comparer en te référant à tes notes plutôt qu'à ta mémoire qui peut te trahir. Dans le cas où tu as oublié de prendre de connoté, n'hésite pas à demander à la personne en face parce qu'il y a forcément du papier et un stylo dans une entreprise et en plus ça sera bien vu que tu fais l'effort de prendre des notes. L'élément suivant concerne ta présentation. La structure d'un entretien d'embauche est bien souvent la même. Une fois installé dans la salle, le recruteur va commencer par se présenter lui, son métier, l'entreprise, sa mission et ses valeurs. Il va également décrire le poste et ce qui attend de la personne qu'il souhaite embaucher. Ensuite, il va te laisser un temps à toi pour te présenter et revenir sur ton parcours et expliquer pourquoi est-ce que tu es la bonne personne pour ce métier. Et pour finir, il y aura un échange de questions-réponses
le recruteur va te poser des questions et toi aussi tu pourras lui en poser. Je vais aborder plus spécifiquement comment est-ce que tu peux faire une très bonne présentation. Sache que ta présentation doit être extrêmement bien structurée. Pour la durée, ça doit tenir entre 5 à 7 minutes. Pourquoi ce timing ? Précisément car c'est la durée idéale à laquelle on va rester concentré lorsqu'on t'écoute. Et si jamais tu fais moins de 5 minutes, ça va paraître un petit peu léger. Et au-delà de 7, on risque de se concentrer et d'oublier les détails. Je te recommande d'adopter un discours dans le sens chronologique. Je pense que c'est la structure la plus efficace. Je te recommande de commencer en parlant du choix de tes études si jamais tu en as fait et de venir petit à petit jusqu'à aujourd'hui en expliquant chacune de tes expériences professionnelles et les choix que tu as fait au cours de ta carrière pour expliquer pourquoi est-ce que tu es la bonne personne et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en face du recruteur aujourd'hui. Concernant tes expériences, je te recommande d'utiliser la méthode de l'entonnoir. Tu vas parler du plus large en allant au plus précis. Par exemple, pour moi, ça donnerait ça. J'ai travaillé dans l'entreprise X, qui est une société de conseil en ingénierie, c'est-à-dire qu'on va apporter notre expertise à d'autres entreprises grâce à nos ingénieurs consultants. J'étais rattaché à telle agence qui s'occupait de telle partie de la France. Dans cette agence, j'ai occupé le rôle de business manager et dans ce métier, j'avais 3 casquettes différentes. Celle de recruteur, où mon rôle était d'identifier et de recruter les futurs talents de l'entreprise comme consultant. Ma deuxième casquette, c'était celle du commercial, où j'étais en charge de développer le portefeuille client de l'entreprise en faisant de la prospection téléphonique et des rendez-vous en physique avec différents directeurs de différentes entreprises afin d'identifier des besoins que l'on pourrait combler avec nos consultants. Et enfin, j'avais un troisième rôle, celui du manager, où mon rôle était de trouver de nouvelles missions pour les consultants que je suivais et les accompagner tout au long de leur carrière dans l'entreprise. Dans ce métier, j'ai pu accomplir telle et telle réussite et ça m'a permis d'apprendre les compétences A, B et C par exemple. À la fin de ton discours, tu dois conclure sur pourquoi est-ce que tu es la bonne personne pour le poste, justement en parlant des compétences que tu as acquis, tu justifies que tu es la bonne personne à recruter et tu peux demander à la personne en face de toi si jamais elle a des questions sur ton parcours. Pour exceller dans ta présentation, j'ai plusieurs astuces. La première consiste à noter à l'écrit tout ce que tu comptes dire pendant ta présentation. Garde en tête que l'on prononce environ 200 mots par minute, ça peut te donner justement une idée du nombre de mots qu'il faut écrire afin d'avoir un discours qui tient entre 5 à 7 minutes. Une fois que c'est écrit, tu peux le répéter avec un chronomètre pour être sûr de tenir dans cette fenêtre de temps. Enfin, tu dois répéter et répéter ton speech afin de l'améliorer et le maîtriser à la perfection. Dis-toi que plus tu auras passé le temps à le pratiquer, meilleur il sera. Pour ma part, je maîtrise à la perfection ma façon de me présenter et c'est pas un talent inné. C'est juste que j'ai pratiqué encore à raison de 15 à 20 fois en rencontrant de nouvelles personnes lorsque j'exerçais le métier de business manager. Le point suivant, c'est qu'il faudra que tu poses des questions pertinentes au recruteur. Il y aura forcément plusieurs temps pendant l'échange où le recruteur va s'arrêter et te demander si tu as des questions. En fait, c'est un test pour vérifier à quel point tu es intéressé par le poste. Il faut absolument que tu puisses poser un minimum de 4 questions, pas moins. Ce n'est pas possible de ne pas avoir de questions. Il y a beaucoup de candidats qui peuvent se sentir plus malins que les autres et qui répondent fièrement « Ah non, moi j'ai aucune question, j'ai tout compris ». Il faut bien que tu comprennes que tu n'es plus à l'école. Ce n'est pas parce que tu ne poses pas de questions que c'est bien parce que tu as tout compris. C'est plutôt l'inverse qui se passe en réalité. Du côté du recruteur, ce que l'on pose de quelqu'un qui nous dit qu'il n'a aucune question à poser, c'est « Bon ok, soit il ne m'a pas écouté, soit il n'est pas du tout curieux, ou soit il s'en fiche complètement de me poser des questions et d'en savoir plus sur l'entreprise pour laquelle il veut travailler. » Dans tous les cas, ça va envoyer un très mauvais signal. Je te le répète, il faut que tu aies au grand minimum 4 questions. Pour cela, tu peux demander plusieurs choses. En savoir plus sur le fonctionnement de l'entreprise, les responsabilités de ton futur poste, pourquoi pas poser des questions sur le métier de la personne en face de toi. Tu peux également rebondir sur des informations que tu as captées soit sur internet au préalable en te renseignant sur l'entreprise, ou bien ce que tu as pu lire à l'accueil si tu as opté pour l'option de lire des brochures lorsque tu attendais le recruteur. Idéalement, pose des questions qui t'intéressent réellement afin d'en savoir plus sur l'endroit où tu mets les pieds. Cela va te permettre de récolter plus d'informations lorsque tu auras plusieurs propositions d'embauche, afin de décider quelle est la plus pertinente pour toi. D'autre part, tu as envoyé un très bon signal au recruteur qui va se dire que tu es la bonne personne à recruter. Une question que j'aime bien poser à titre personnel, c'est de demander au recruteur pourquoi est-ce que lui, il a précisément choisi de travailler pour cette entreprise. Poser cette question, ça va lui permettre de parler plus de lui et sache que l'être humain adore parler de lui-même. Je peux d'ailleurs le constater rien qu'en écoutant mes vidéos que je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. De plus, tu pourras comprendre pour toi si sa réponse te semble pertinente et sincère et te donne envie toi aussi de rejoindre cette entreprise. Personnellement, toutes les entreprises que j'ai rejointes, c'est toujours parce que la personne en face de moi n'était pas là par hasard. Elle n'était pas là parce qu'un jour elle a vu une opportunité sur internet et que pour une fois on l'a acceptée, mais bien parce qu'elle a étudié le marché et fait en sorte de choisir la meilleure entreprise possible pour elle-même. Être en face de quelqu'un qui a réellement choisi d'être là où il est, c'est un très bon signe, à l'inverse de quelqu'un qui est un peu là par hasard et qui ne sait pas trop te répondre à cette question. Pour conclure, je vais te partager 2 derniers points. Le premier concerne la mentalité que tu dois avoir. Maintenant que je t'ai partagé toutes les informations que tu as besoin de savoir afin d'être super fort en entretien, je veux que dès que tu ailles en entretien, tu ailles pour gagner et donner le meilleur de toi-même.
Je veux qu'à chaque fois que tu ressors d'un entretien, même si jamais tu décroches pas le poste, tu te dises j'ai donné tout ce que j'avais, le meilleur de moi-même, et j'aurais pas pu faire mieux. Dans ces circonstances, tu ne seras jamais déçu de toi et tu n'auras aucun regret. Et enfin, n'hésite pas à demander des feedbacks aux recruteurs. Devenir bon en entretien d'embauche, c'est comme tout, ça demande du temps et de la pratique. Si tu veux progresser plus rapidement, soit tu peux demander des conseils à un professionnel du recrutement, ou bien tu peux profiter de l'expérience d'un recruteur pour avoir un retour sur la prestation que tu viens de leur donner. Tu vas leur demander humblement, à la fin de l'échange, de te faire un retour afin de te donner des points d'amélioration que tu pourras améliorer pour tes prochains entretiens. Il y a peu de chances que tu tombes sur quelqu'un de fondamentalement malveillant, et si c'est bien demandé, le recruteur te fera un retour avec plaisir en soulignant tes points forts et en te donnant des conseils sur ce que tu peux améliorer. Avec cette simple action, tu seras en mesure de progresser beaucoup plus vite dans l'exercice de l'entretien d'embauche, et bientôt ça sera super facile pour toi comme exercice. Bienvenue dans la dernière vidéo de ce programme et félicitations à toi d'être arrivé jusqu'ici. Je t'ai donné toutes les informations nécessaires pour que tu puisses être en mesure de décrocher rapidement un métier qui te correspond. Aujourd'hui, on va voir ensemble un plan d'action concret pour te montrer comment étape par étape appliquer l'ensemble de mes conseils dans ta recherche d'emploi afin de mettre toutes les chances de ton côté pour décrocher le meilleur métier possible pour toi. Vois-tu, parmi les personnes qui auront accès à ce programme, 70% des gens n'iront même pas jusqu'au bout et ne verront donc jamais cette vidéo. Tu imagines, même si je donne les meilleurs conseils du monde, la majorité des gens préféreront toujours rejeter toute responsabilité sur les décisions de leur propre vie et se contenteront toujours du minimum. Le minimum, c'est croupir dans un métier qu'ils détestent, entouré de gens qu'ils n'auraient jamais eu l'idée de fréquenter dans leur cercle privé, le tout pour un salaire de misère bien en dessous de leurs attentes et de leur véritable potentiel. Dis-toi que ce genre de situation professionnelle désastreuse, c'est la situation normale du français moyen. Le pire, c'est que la plupart des gens malheureux dans leur métier ne font rien pour en changer. Pas étonnant de voir autant de gens blasés autour de nous au quotidien. Toi, rien qu'en visionnant cette vidéo, même si tu n'as fait qu'écouter passivement, tu te hisses déjà dans le top 30% des gens les plus motivés. Je vais vous dire très exactement ce qu'il faut faire pendant ces 7 prochains jours pour être dans les meilleures conditions pour enfin décrocher le métier qui vous correspond. Dans un monde idéal, il faudrait que chacun d'entre vous applique l'ensemble de mes conseils pour enfin être dans la position de celui qui a le choix et sélectionner le métier qui correspond le plus à votre ambition avec un salaire à la hauteur de vos attentes. Ça, c'est la situation idéale. Mais je connais l'être humain et je sais bien que moins d'un tiers d'entre vous va réellement passer à l'action. Forcément, appliquer mes conseils, ça demande un minimum d'effort et bien que ce fût mon métier pendant des années, je ne peux pas prendre la responsabilité de trouver un métier pour chacun d'entre vous. Cela me prendrait bien trop de temps et je trouve que c'est beaucoup plus stratégique de vous apprendre la méthode, le comment, afin d'aider un maximum de personnes à transformer leur carrière. La vérité, c'est que j'ai conscience qu'il y aura moins de 10% de toutes les personnes qui, comme toi, ont eu la chance de tomber sur ce programme, passeront réellement à l'action pour enfin saisir la vie que vous méritez. Rien qu'en passant à l'action, tu surclasses 90% des autres personnes et ça ne sera même pas étonnant que tu finisses avec un meilleur métier, que tu sois plus épanoui et surtout que tu gagnes bien plus d'argent que la majorité des personnes de ton milieu. Passer à l'action signifie simplement décider de faire les bonnes actions pour obtenir ce que tu veux de la vie. Et c'est ça, la mentalité de gagnant. Bon, je me dois être honnête avec toi, il y a un petit désavantage, c'est que lorsque tu auras du succès très prochainement, cela va créer des gens jaloux autour de toi quand ils verront que tu exerces un meilleur métier qu'eux et surtout que tu es plus épanoui au travail. Ta vie sera tout simplement plus facile que la leur. La conséquence, c'est que bon nombre de personnes seront frustrées et vont se mettre à te critiquer pour la simple raison que tu fais mieux qu'eux. À toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. Tu es prêt à accepter quelques critiques de gens frustrés pour en échange mener une vie qui te correspond vraiment. Si après ce message, tu n'es toujours pas motivé pour passer à l'action, tu peux quitter cette vidéo dès maintenant, car tout ce que je vais te dire à partir de maintenant, ça ne t'apportera absolument rien. Pour les 10% qui veulent vraiment atteindre votre objectif et travailler dans un environnement qui vous plaît dans les plus brefs délais, voilà comment procéder. Le jour 1, tu vas comprendre qui tu es et ce que tu veux vraiment faire. Le but de cette partie, c'est de définir précisément le bon métier pour toi. Ce n'est pas forcément celui qu'on t'a imposé après tes études ou par la force des choses dans ta carrière. Si tu te projettes sur le long terme, il y a plusieurs chemins de carrière possibles. Pour atteindre le métier que tu ambitionnes vraiment de faire, il y a souvent des étapes intermédiaires. Imaginons que tu souhaites devenir président de la République. Bien souvent, tu devras d'abord exercer un métier de ministre avant d'accéder au poste de président. Une fois que tu es rentré dans l'un des chemins de carrière, il va être très difficile d'en ressortir. Donc, si tu as choisi un mauvais chemin, il sera très compliqué, voire quasiment impossible d'un jour exercer ton métier de rêve en continuant sur cette voie. Soit tu devras y renoncer définitivement, ou bien recommencer un nouveau chemin de carrière de zéro. Si tu commences ta carrière, il est essentiel de faire le bon choix dès ton premier métier. Si tu as déjà entamé ta carrière depuis plusieurs années et que tu sens que tu n'as pas forcément choisi la bonne voie, le meilleur moment pour choisir un meilleur chemin, c'est tout de suite. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 5 ans, tout de suite. Pour t'aider à définir le métier qui est réellement fait pour toi, je te propose d'accéder gratuitement à un document. Normalement, je le fais payer pour mes clients qui souscrivent à mon programme premium, mais aujourd'hui, je te permets d'y accéder gratuitement. Le premier exercice consiste à trouver ton Ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui signifie
raison d'être. Il repose sur l'idée que la clé du bonheur et de l'épanouissement réside dans l'intersection de ces 4 éléments. Le premier, ce que tu aimes faire, donc tes passions et ce qui t'anime. Le deuxième, ce pourquoi tu es doué, tes compétences et tes talents naturels. Le troisième, ce dont le monde a besoin, les besoins ou les problèmes de la société auxquels tu peux répondre. Et enfin, le quatrième, ce pourquoi tu peux être payé, les compétences et activités qui peuvent te permettre de gagner de l'argent. Pour chacune de ces catégories, tu vas prendre 10 minutes et noter le maximum de mots qui te viennent en tête. Je te recommande d'en noter à minima 30 dans chacune des catégories. Donc une fois que tu as établi ces 4 listes de mots, tu vas chercher à croiser les informations pour trouver des éléments présents dans chacune des catégories. Fais en sorte de trouver un maximum d'éléments qui se croisent pour t'aider à trouver des pistes pour les métiers qui peuvent vraiment te correspondre. Par exemple, dans ma situation, j'ai fait ce travail de rechercher mon ikigai, justement ce qui m'a permis de faire mon métier actuel. J'ai compris que ce qui me plaisait le plus dans mon métier d'ingénieur d'affaires, c'était d'accompagner d'autres personnes à évoluer dans leur carrière. Pour rappel, j'ai travaillé comme ingénieur d'affaires ou business manager en société de conseil et j'avais pour rôle de recruter des personnes dans l'entreprise et d'aller leur chercher des missions dans des entreprises de la région en faisant de la prospection et en allant au contact d'autres directeurs d'entreprise. Il y avait également la fonction de manager qui consistait à faire évoluer mes consultants, donc les personnes que j'ai recrutées, dans leur carrière en étant à l'écoute de leurs ambitions et en faisant en sorte de leur trouver des missions qui les aideront justement à atteindre leur métier de rêve. C'est cette partie du métier, l'accompagnement d'autres personnes, qui me plaisait le plus. Beaucoup plus que faire de la prospection téléphonique et d'être en contact des grandes pontes d'autres entreprises. C'est pour cela que je me suis reconverti dans une activité d'accompagnement pour les personnes comme toi qui sont en recherche d'emploi et souhaitent booster leur carrière. Aujourd'hui, je mets à disposition mes compétences et mes techniques pour aider des personnes comme toi à trouver un meilleur métier. En plus de trouver ton ikigai, il y a un deuxième exercice sur ce document pour t'aider à mieux définir le bon environnement de travail pour toi en se basant sur tes expériences passées. Je te laisserai le découvrir plus en détail lorsque tu pourras accéder au document après la vidéo. Le deuxième jour, tu vas créer un CV sur mesure. Maintenant que tu as défini avec précision quel est le meilleur métier possible que tu puisses faire en fonction de ta personnalité, tu vas pouvoir créer le meilleur CV possible pour illustrer ton parcours et mieux te vendre auprès des entreprises. Pour cela, je t'invite à te référer à la première vidéo de ce programme. Le troisième jour, tu pourras rédiger ton dossier de compétences ainsi qu'éventuellement un diaporama de présentation comme je te le présente dans la deuxième vidéo de ce programme. Cela va t'aider à te démarquer des autres candidats pour être celui que l'on va recruter pour le poste. À noter que je parle en termes de jours, mais bien évidemment, tu peux répartir le travail sur plusieurs jours selon le temps que tu as à ta disposition. L'idée n'est pas d'aller le plus vite possible, mais de bien faire les choses et bien faire le travail pour mettre en avant ta candidature. Rappelle-toi que j'ai moi-même trouvé mon premier métier en seulement 3 heures de recherche, essentiellement parce que j'ai pris le temps de me créer un CV incroyable sans hésiter à demander l'aide d'un professionnel en la matière pour mettre toutes les chances de mon côté. Le jour suivant, on va pouvoir attaquer LinkedIn. Tu vas pouvoir profiter d'avoir bien détaillé chacune de tes expériences professionnelles à travers ton dossier de compétences pour construire un profil LinkedIn bien optimisé. Dessus, tu devras utiliser des photos de profil très qualitatives et détailler chacune de tes expériences professionnelles pour te donner un maximum de visibilité. Et n'oublie pas d'utiliser des mots-clés que pourraient rechercher des recruteurs qui veulent recruter quelqu'un dans ton métier. C'est exactement ce que j'explique dans la troisième vidéo de ce programme. Avoir un bon profil LinkedIn, c'est la clé pour te démarquer de 90% de tes concurrents et accéder à des offres qu'ils ne verront jamais. Le cinquième jour, tu vas pouvoir établir une liste d'entreprises qui correspondent au métier que tu recherches dans la zone géographique où tu es prêt à te déplacer pour aller travailler. L'idéal étant d'avoir le plus d'entreprises possible à ta disposition. Plus tu as d'entreprises, plus tu pourras contacter de personnes sur LinkedIn et plus tu contactes de personnes sur LinkedIn, plus tu auras potentiellement accès à des opportunités professionnelles. C'est également ce que j'explique dans la troisième vidéo de ce programme. L'avant-dernier jour, le jour 6, tu vas pouvoir prendre un petit peu d'avance et travailler ton discours de présentation pour tes prochains entretiens d'embauche. Rappelle-toi, sur la quatrième vidéo de ce programme, dans les entretiens d'embauche, je te conseille d'avoir un discours qui tient entre 5 et 7 minutes avec une structure chronologique et en utilisant la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire d'aller du plus large au plus précis lorsque tu détailles chacune de tes expériences. Avoir un discours déjà préparé te permettra d'avoir le temps de t'entraîner pour être prêt dès le premier entretien que tu décrocheras. Ainsi, tu augmenteras drastiquement tes chances de recevoir des propositions d'embauche dès tes premiers processus de recrutement, tandis que la plupart des gens, ils vont pas se préparer et ils vont avoir besoin de 5 à 10 entretiens avant de bien savoir se vendre. Et en fait, c'est en savant bien se vendre que tu vas pouvoir décrocher un métier. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir bien se vendre dès le premier entretien. Et enfin, le 7e jour, et tous les jours suivants d'ailleurs, tu vas pouvoir contacter des recruteurs et des managers sur LinkedIn qui travaillent dans les entreprises de la liste que tu as constituée 2 jours plus tôt. Fixe-toi un nombre précis, entre 10 à 30 personnes à contacter par jour, parce que l'important, c'est la régularité. Sinon, ce que tu peux aussi faire, c'est faire une liste beaucoup plus longue et utiliser l'outil Wallaxy. Donc pour rappel, Wallaxy, c'est une extension LinkedIn qui te permet d'envoyer automatiquement des messages sur LinkedIn. L'idée, c'est que tu as une liste de personnes déjà établies et tous les jours, il va pouvoir envoyer des messages à ces personnes. Donc tu n'auras pas à le faire manuellement, c'est ça l'avantage. En parallèle, prends le temps de postuler à des offres en ligne pour maximiser tes chances de décrocher des entretiens. Que ce soit des offres postées sur LinkedIn ou bien des offres postées sur d'autres sites d'annonces. C'est important que tu utilises ces deux stratégies. La stratégie où tu contactes des recruteurs sur LinkedIn, également celle où tu postules directement aux offres. Tu devras répéter ça tous les jours jusqu'à décrocher des entretiens d'embauche. Dès lors que tu as des entretiens, tu
peux diminuer la cadence, mais ne tombe pas dans le piège de ne plus postuler à rien en te disant que forcément tu vas être embauché. Ton but, c'est de maximiser tes chances de décrocher le meilleur métier possible. Pour cela, tu dois obtenir un maximum de propositions d'embauche afin de pouvoir avoir le choix et sélectionner celle qui te correspond le mieux. Donc voilà pour le plan d'action que je te recommande vivement de suivre. En faisant tout ça, tu as toutes les cartes en main pour réussir ta recherche d'emploi le plus rapidement possible. Rappelle-toi que la majorité des gens qui veulent le même métier que toi n'ont aucune connaissance des techniques que je t'ai transmises à travers ces 5 vidéos, ou même si jamais il y en a qui connaissent ces vidéos, il y a une forte probabilité qu'ils ne fassent rien du tout. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que pour décrocher le métier de tes rêves, il suffit simplement de faire les choses que je viens de te dire.